Mesdames, Messieurs, bonsoir. Toutes nos excuses pour le léger retard accusé pour le début de cette émission. Mais c'est encore un bonheur de vous retrouver pour cette première livraison de la semaine. Parce qu'on le sait, hier, on a eu un petit souci avec Eneo qui n'arrête de nous mettre au travail, comme on le dit communément chez nous ici au Cameroun. Eneo ne fait que selon son bon vouloir. Et hier, on n'a pas pu produire notre émission entièrement. Alors, on a décidé aujourd'hui de revenir sur cette thématique épineuse qui nous retenait déjà depuis hier. On parlera à l'entame en mise en bouche de cette absence du président de l'Assemblée nationale, Marcel Nyadifendi, qui est recherché par les Camerounais. Où est-ce qu'il se trouve finalement alors qu'on est rendu à une semaine après l'ouverture de la session du mois de mars? On parlera également ce soir du train de vie de l'État. On le sait, la situation économique du Cameroun interpelle au plus haut point. Et bien sûr, la question de la réduction du train de vie de l'État est au cœur de toutes les discussions. À quand finalement l'implémentation de cette décision qui reste pourtant salutaire pour le Cameroun? On va en parler également ce soir. Et bien sûr, les très hautes instructions du chef de l'État. Cette phrase, tous les Camerounais la maîtrisent, bien entendu. Et le patron de cette phrase, Ferdinand Ngongo, secrétaire général à la présidence de la République, au cœur de nos débats ce soir. Si finalement ces hautes instructions en étaient ou n'en étaient pas, on se pose la question au regard de la dernière sortie du député SDF Jean-Michel Nitieux qui interpelle bien entendu par rapport à la véracité de cette très haute instruction au Cameroun. Voilà dans la vitrine de cette émission. Installez-vous confortablement le temps d'un détour. On dit bonsoir au panel. Un code d'accès pour vous permettre de contribuer tout au long de cette émission. Le 699 13 50 75. N'hésitez surtout pas à en faire bon usage tout au long de ce programme. Peu importe votre position géographique, vous avez le bonheur et le plaisir d'être connecté à nous. Par rapport à cette émission, vous pouvez également utiliser notre plateforme Facebook Info TV Cameroun. Ça reste également à disposition. Le code d'accès, est-ce que je dois encore le répéter? Je le dis souvent pour les sourds. Ouais. Les sourds, juste les sourds. Parce que les aveugles, oui, les aveugles aussi, ils entendent mais ils ne voient pas. Le 699 13 50 75, je ne le dirai jamais assez. Une fois que c'est fait, on va dire bonsoir à Émile Messi qui est avec nous ce soir, la voix du RDPC sur ce plateau. Il y en a qui t'ont vu en flash hier. Qui ont sûrement souri en disant « Ah, d'accord, elle a reconduit la team, quoi. » Bienvenue, Émile. Merci de m'accueillir une fois de plus, Rosalie. Bonsoir aux co-panélistes, bonsoir aux millions de téléspectateurs qui nous font l'honneur de nous regarder. J'espère que ce soir, ça sera pour la bonne. Et vous savez que le RDPC ne veut jamais manquer ses rendez-vous. Donc, nous espérons que nous allons passer de bons moments ensemble aujourd'hui. Parce que hier, ça a été très triste et Dieu merci, nous sommes là aujourd'hui pour parler des mêmes thèmes. Et je crois que le RDPC sera bien représenté ce soir par ma voix. Ah, bien entendu, je n'en doute pas un seul instant. Je vous promets que dès que j'ai publié l'affiche, tout le monde encore Émile Messi. Donc je suppose que vos détracteurs sont également devant le petit écran et ce soir pour vous écouter. Allez, on va dire bonsoir à l'apôtre Charlemagne Adam qui est avec nous, conseiller du président du FDR qui représente sur ce plateau. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Bienvenue. Oui, Madame Guézelé, ce soir, de manière particulière, je ne vais pas bénir les gens bizarres. Pourquoi? Je vais plutôt, n'est-ce pas, bénir les gens bien, c'est-à-dire Thomas Sankara, par exemple, comme Jerry Rawlings, par exemple, et avec les contemporains comme le capitaine Traoré, comme le très grand capitaine président, n'est-ce pas, de la transition du côté du Mali. Et je ne vais pas, n'est-ce pas, oublier la légende Nelson Mandela. Ça, ce sont des gens qui ont travaillé pour leur pays, ce sont des gens qui ont défendu des causes. On a vu vraiment ces gens se déployer pour le bien de leur nation. Donc que Dieu bénisse les âmes de ceux qui sont déjà partis et pour ceux qui sont encore là, que le Seigneur leur accorde de pouvoir poser, n'est-ce pas, les fondations, n'est-ce pas, des pays, n'est-ce pas, démocratiques. Et ici chez nous, je voudrais dire que nous avons vu la sortie de Titus Edjoua qui a causé des problèmes parce que nous avons, avec son passage, on a eu des repas payants à l'université, on a eu des bourses qui ont été suspendues, on a eu le paiement
n'est-ce pas, des frais universitaires qui ont été imposés aux étudiants alors qu'ils étaient tranquilles à l'ère Aïdjo et au début de l'ère Biya. Donc aujourd'hui, sortir comme ça pour dire qu'il va, je ne sais pas, servir de président de transition ou bien de quoi que ce soit, je pense que c'est une aberration. Donc je dis, une fois de plus, je dis à M. Titus Edouard que la révolution camerounaise se fera sans lui. Parce qu'il a été, n'est-ce pas, l'un des tortionnaires, l'un des pilleurs de la République, parce qu'il a été condamné pour ça. On a vu ses œuvres. Si vous allez du côté de Siméon, vous allez constater, on ne sait pas ce qu'il voulait. Vous savez que je vous disais seulement bonsoir. Voilà, donc je dis que la révolution camerounaise a ses révolutionnaires. Donc que les gens se calment. Ok. Je crois que d'ici 2025, je vais installer un fouet sur ce plateau. Quand je dis bonsoir, on me dit bonsoir, après on me laisse. Parce que vous avez toujours beaucoup de problèmes dans vos sacs. Donc je dis c'est Titus Edouard ton problème. Titus Edouard sort du chapeau, il nous raconte des histoires. On a compris. On en aura qui sortiront encore du chapeau. Pourquoi tu es pressé? Ça va se faire. On n'est pas encore arrivé aux élections. D'ici qu'on y arrive, on en aura. Allez, on va accueillir. C'est vrai que c'est la deuxième fois dans ce programme, mais il a eu le malheur de passer quand je n'étais pas là. Donc c'est la première fois avec moi et je l'accueille avec beaucoup de plaisir sur ce plateau. Antoine Awana, qui sera pour nous notre expert en sécurité. C'est un plaisir de vous accueillir. Bienvenue. Le plaisir est partagé, Madame Yesele. Permettez-moi de dire un bonsoir à ma grand-mère qui est au village. Hein. Vous savez, mon petit village a une spécificité. C'est qu'il n'y a ni eau ni électricité. Et les aveugles conduisent d'autres aveugles. Mais de temps en temps, ils regardent l'Info TV là-bas, mais je ne sais, ne me demandez pas par quelle alchimie ils font pour regarder un peu Info TV. Lorsque je l'ai dit, je vais saluer les Occidentaux, les Orientaux, je vais saluer les Africains, mais je vais saluer ceux qui sont là pour vouloir perpétrer le nouvel ordre mondial, ce nouvel ordre mondial qui crée des torts au monde entier actuellement. Suivez mon regard, vous voyez ce qui se passe en Palestine. Tous ont une même rhétorique. Israël a le droit de se défendre. Tout se passe comme si la Palestine n'avait pas les Palestiniens n'avaient pas le droit à la vie. Alors, lorsque je l'ai dit, je m'en voudrais si je ne vous demande pas très respectueusement de transmettre mes salutations à votre PDG. À Dieudonné Mvin. Allez-y directement, c'est le premier téléspectateur de ce programme. Tout à fait, parce que... Il est devant le petit écran. Vous savez, un homme comme Dieudonné Mvin, mettre à la disposition du Cameroun et des Camerounais un instrument de communication comme celui-ci, ça relève de l'extraordinaire parce que ce travail est très harassant. Il faut aller étape par étape. Année par année, mois après mois, juste pour tendre vers la perfection. Et le parcours, il est encore long, mais rassurez-vous, on s'arme de patience. Il faut l'accompagner dans ce qu'il est en train de faire. C'est pas facile tous les jours. Hein. Bien sûr, bien sûr. Ça va arriver, nous allons y parvenir. C'est tout ce que nous souhaitons. Et je vous souhaite une fois de plus la bienvenue sur ce plateau. Sentez-vous chez vous. C'est vrai qu'on n'a pas le même style, mais chez moi, même quand ça lutte, tout le monde a le droit de donner les coups de poing. Bien sûr, je suis le seul arbitre pour stopper la bagarre. Bien sûr, parce que le pasteur... L'apôtre Charlemagne, madame, oui. Alors, ce qui m'a intéressé en lui, c'est que il a évoqué des noms emblématiques. À qui vous parle aussi. Du panafricanisme, hein, parce que quand vous parlez de Thomas Isidore Sankara, il est bien vrai que son panafricanisme a un peu de... C'est un peu boiteux. Voilà, des dos d'âne, parce que il faut éviter de faire ce qu'on appelle haranguer les foules. Et le panafricanisme concret et pratique. Parce que de temps en temps, lorsqu'il y a des débats dans ce domaine-là, j'ai dit, moi je le compare un peu à Jonas Savimbi. Vous pouvez conquérir les 3/4 du territoire angolais, mais il n'a pas pu prendre Luanda. Et il est mort. Alors Thomas Isidore, alors il va faire les rails, il fait ceci, cela, mais il a confondu ce qu'on appelle la praxis politique avec l'idéal démocratique. Voilà. Je sens que je vais bien m'amuser ce soir. Allez, on va accueillir le quatrième, et non des moindres. Il sera la voix du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Affectueusement, j'aime dire que c'est Monsieur Territorial, Monsieur Minat, du MRC. Lui, c'est Willy Mungue. Merci d'être là avec nous ce soir. Bienvenue.
Merci Madame Rosalie Guesselet et aux co-discutants de cet après-midi. Je démarre avec vous puisque j'ai terminé avec vous et c'est une habitude sur ce plateau. On entre avec notre mise en bouche de ce soir. On cherche Marcel Nyadifendi. Ça fait une semaine qu'on a ouvert la session du mois de mars, la première session sur les 3 de l'année. Et depuis l'ouverture, on cherche notre président du Sénat, on ne le voit pas. On n'a pas de ces nouvelles et on commence un peu à s'inquiéter puisqu'en même temps, ce sont les personnalités importantes de ce pays. Et on a toujours besoin de savoir où se trouve notre président de l'Assemblée, notre président du Sénat. C'est important pour nous. Mais nous, on le cherche. Vous avez une idée de là où se trouve Marcel Nyadifendi en ce moment? Il est vraiment d'emblée de jeu très regrettable de constater que ceux qui se réclament comme institutionnels, donc ceux qui occupent les institutions dans les fonctions de l'État, puissent pendant longtemps briller par une certaine indisponibilité, par une certaine invisibilité, par une certaine absence au sein même des institutions, surtout les institutions qui incarnent la vitrine de l'État, aussi bien à l'intérieur de l'État que sur sa personnalité internationale. Nous parlons là du président du Sénat, Nyadifendi Marcel, autant pour moi, qui se fait très rare dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Il est bien vrai qu'il n'est pas le seul à être rare, parce que je dirais que le président du Sénat n'est pas plus rare que le président de la République lui-même. Quand on essaie d'écouter quelques échos qui nous parviennent, peut-être en rumeurs fondées ou pas, il pourrait être le président du Sénat en tourisme médical de l'autre côté de l'Atlantique. En tourisme médical. Tourisme médical, je pèse mes mots, de l'autre côté de l'Atlantique. Ça veut dire qu'il n'est pas seulement absent au moment où la session ordinaire doit être entamée, il est absent même entre deux sessions. C'est-à-dire, aussitôt qu'on prend fonction, aussitôt on prend les distances avec l'institution qu'on incarne, paralysant ainsi le fonctionnement de toute une institution qu'on appelle le Sénat. Le Sénat qui, à la 4e constitution, nous avons la 4e, celle du 16 janvier 1980, le 18 janvier 1996, et un élément important, une articulation importante dans le fonctionnement de l'État, puisque la Constitution est une constitution de la démocratie et de la décentralisation. Et le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées au niveau du Parlement. Ça veut dire que c'est une chambre importante. Au moment où on a besoin de voir la décentralisation être implémentée, être opérationnelle. Au moment où on a besoin d'expérimenter l'une des dernières institutions de la décentralisation, c'est-à-dire celle-là qui vient depuis 2013, alors qu'elle aurait dû avoir lieu depuis belle lurette. On a besoin de voir comment est-ce que le Sénat est en action depuis sa mise en place. Mais le président, peut-être le poids de l'âge, l'empêche d'être opérationnel. Aussitôt qu'il est installé, il est nommé ou élu, aussitôt il disparaît. Cela est une réalité contre laquelle il faut vitalement combattre, surtout au soir, au crépuscule d'un régime qui a déjà posé tant de problèmes. Parce que les distances que le président de la République, au même titre que le président du Sénat, prend, et même le président de l'Assemblée nationale, lui quitte son village natal quand la session doit être opérationnelle. Après, il va rentrer. Moi, j'habite au bord de la route, je vois ces mouvements, c'est-à-dire c'est quand la sent, il paraît même qu'il y a déjà un cabinet annexe dans son village, de l'autre côté, vous voyez qu'on s'amuse comme ça avec les institutions vitrines et opérationnelles d'une république. Ça vous inquiète? Ça inquiète même davantage, je dis, au crépuscule d'un régime qui doit présenter son bilan. Par exemple, on ne devait pas se permettre à se poser la question, où est passé le président du Sénat? Le président du Sénat qui, fort de ses champs statutaires, doit veiller à ce que moi je m'accroche sur la mise en place de la décentralisation soit opérationnelle et effective. Malheureusement, on ne le voit pas. Et l'inquiétude la plus importante, c'est que c'est la deuxième personnalité du pays. C'est-à-dire, au cas où il y a vacance du pouvoir, c'est le président du Sénat qui doit assumer l'intérim. Mais lorsque l'intérimaire peut paraître même plus absent ou plus fatigué que celui qui est président de la République, d'officiel, alors il y a un problème. Nous avons donc des problèmes au crépuscule d'un pouvoir qui est sur béquille.
et ça paralyse le fonctionnement de tout un État dans plusieurs domaines. Émile Messi, d'après Mungue, un pouvoir sur des béquilles et qui aujourd'hui plie encore plus lorsqu'on cherche celui qui est censé assurer l'intérim au cas où, parce qu'on sait que tout est possible en cette période-ci, d'ici 2025, tout peut arriver. On ne souhaite pas que ce soit la dernière alternative, mais tout est possible. Et les Camerounais cherchent leur président de l'Assemblée, ils ne voient pas, et du coup ils s'inquiètent. Au cas où on a besoin de lui là, qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait même pas où il se trouve? D'après Mungue, il serait en tourisme médical quelque part hors de la Méditerranée. Ben, les Camerounais se posent des questions. Vous avez une idée? Peut-être en étant du RDPC, vous avez une information que nous on n'a pas. Rosalie, calmez-vous d'abord. Je suis très calme. Mais je m'inquiète comme tous les Camerounais. C'est pour cela que je vous calme. Ah d'accord, tu me rassures. Ok. Dans un premier temps, calmez-vous, que ce soit Willy Mungue, que ce soit vous-même, que ce soit ceux de ces Camerounais qui seront tentés d'avoir la même inquiétude. On se calme. Voilà. Oui, M. Nyat Ndifendi, où est-il passé? L'interrogation est peut-être pertinente lorsqu'on rentre dans le fond. Qui est Nyat Ndifendi, Marcel? C'est ce haut comité de l'État qui a fait ses preuves, ce polytechnicien, ingénieur, qui a commencé une carrière très jeune, qui a occupé de très hautes fonctions. De directeur général, ministre, il a même été promu, je crois, vice-premier ministre à un moment donné. Et depuis 2013, ce monsieur avec qui le Cameroun compte, il est le président du Sénat. Vous voyez, le Cameroun, dans un premier temps, est une république. Nous sommes en république. Une république, c'est d'abord des institutions. Des institutions fortes. Et maintenant, il y a également des hommes qui animent ces institutions. Aujourd'hui, donc, pour aller très rapidement sur la question de Nyat, Nyat, en tant que président du Sénat, le problème doit être clarifié. Est-ce que le Sénat est organisé de telle sorte que lorsque le président est empêché, pour des raisons évidentes, que le Sénat puisse continuer à fonctionner normalement? Les raisons nous disons oui. Les raisons évidentes qui justifieraient son absence. Par exemple, Willy Mungue nous a parlé du tourisme médical. Du tourisme médical. Ça peut être une raison évidente et justifiable. C'est-à-dire lorsqu'on a des soucis de santé, c'est tout à fait normal qu'on soit absent pour des soins. C'est des hypothèses que je suis en train de poser. Est-ce à dire donc que pendant cette absence, là, le Sénat est paralysé ou alors ne fonctionne pas? Quand le Sénat fonctionne, vous avez vu une séance d'ouverture de cette chambre-là. Il me semble que depuis le lancement de cette affaire, les sessions se tiennent là-bas régulièrement. Pourquoi? Parce que l'institution a prévu qu'après le président, il y aurait un vice-président, éventuellement des vices et des vice-présidents, de telle sorte que, en cas d'absence du président, voilà comment la continuité est assurée. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'institution Sénat se repose sur un individu qui s'appelle M. Nyat, ou alors sur le seul président que, s'il n'est pas là, alors il y a une forme de paralysie? Que non! C'est là où je dis qu'il ne faut pas s'alarmer. Donc, à ce niveau-là, le Sénat fonctionne, et si c'est la personne de Nyat Ndifendi, moi je n'ai pas d'information, elle a une famille. Ceux qui veulent vraiment savoir sa position réelle en tant que M. Nyat, sa famille est très bien placée pour nous communiquer. Pour le président du Sénat, j'ai une question. Il y a également toute une cellule de communication qui pourrait nous dire des informations. C'est justement là le problème, c'est que la cellule de communication ne dit rien. Est-ce que on trouve quand même qu'au Cameroun, on a un droit de savoir où se trouve, on ne cherche pas à connaître sa famille. En tant que président du Sénat, nous, on veut savoir où il est passé et la communication du Sénat ne dit rien. C'est pour ça que je vous donne des indications précises. C'est-à-dire que si nous voulons aller jusqu'au bout de savoir où se trouve M. Nyat en tant qu'individu, fils de Banganté, qui a une famille et des enfants, on peut bien se rapprocher de sa famille pour savoir où se trouve l'individu. Maintenant, en tant que président du Sénat, je vous donne des informations. En tant que président du Sénat, je n'ai pas d'informations. Toute une cellule de la communication au Sénat, et vous pensez qu'on ne le sait pas? Les raisons de cette absence-là, en ce moment, est-ce à dire que le Sénat est paralysé? Est-ce à dire que le Sénat ne fonctionne pas en ce moment? C'est ce que je suis en train de vous dire, que l'inquiétude n'est pas justifiée parce que le Sénat ne se repose pas uniquement sur un individu, fut-il président. D'accord. C'est ce que je suis en train de vous dire. On n'a pas l'objet de s'inquiéter à ce niveau-là, tant il est vrai que l'institution
est d'abord organisé, mais alors autour des hommes. Et la loi a prévu des mécanismes que si, en l'absence d'un individu, d'une responsabilité, que le service puisse continuer sans qu'il y ait de problème. D'accord. Apôtre Charlemagne Adam, si je comprends bien, Massénia Difendi est inutile au perchoir du Sénat, puisqu'il peut disparaître pendant 1 mois, 2 mois. Ça ne sert à rien à personne. Du coup, on se pose des questions sur son importance. C'est une institution, c'est pas un individu. Oui, justement. C'est un individu. C'est la différence que je suis On a très bien compris. On suppose donc que si ça peut fonctionner sans lui, il est inutile sur ce siège-là. Parce que si une institution peut fonctionner sans son président, moi je suppose que le patron d'un lieu est celui qui donne les directives, qui a la manette, et qui est celui qui contrôle que tout se passe bien, même si il se repose sur une équipe, il manage l'équipe. Mais si on me dit après que celui-là, il peut ne pas être là, ça ne gêne pas beaucoup. C'est vrai qu'on a des ministres qui sont morts ici, on n'a pas remplacé, ça n'a pas gêné beaucoup non plus. Hein. On a même des députés qui sont morts, ça n'a pas gêné. Donc on suppose qu'on a déjà nommé ici qui finalement ne nous servent à rien, je suppose. Mais nous, on continue de chercher quand même notre président du Sénat parce que nous, on suppose qu'il a un rôle à jouer, ne serait-ce que comme il a dit pour la décentralisation. Nous, on a hâte d'avoir une décentralisation au Cameroun. On peut aussi se dire que le fait qu'il ne soit pas en poste ralentit la machine. Peut-être ça ne l'arrête pas, mais ça ralentit. S'il doit signer un document pour faire valider l'action et qu'on doit l'attendre pendant 1 mois, il a laissé quelqu'un pour signer à sa place ou il a aussi les très hautes instructions. On ne sait jamais. Peut-être qu'il y a aussi les très hautes instructions au de Sénat. ce côté-là, tout à fait. Peut-être. Vous ne cherchez pas, Massénia Difendi? Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre en toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour, et toute son œuvre qu'il avait faite. Donc vous voyez, le Seigneur, créateur du ciel et de la terre, s'est reposé le 7e jour. Après avoir travaillé tout ce que vous avez vu là, il a battu un très grand travail en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Mais ce qui est curieux, c'est qu'au Cameroun, on n'a pas la culture du repos, on n'a pas la culture de la retraite. Or, le Seigneur a tout prévu. Vous allez voir, dans le livre de la loi, vous allez constater que les Lévites et les sacrificateurs allaient en retraite à l'âge de 55 ans. Et les autres, n'est-ce pas, prenaient leur place et portaient leur charge. Mais maintenant, quant au Cameroun, quand vous prenez le Cameroun aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que le Cameroun est géré par des gens qui ont une moyenne d'âge de 70 à au moins 103 ans. Parce que parmi eux là, on a des gens qui ont plus d'1 siècle. Il y a un problème aujourd'hui du côté de la FECAFOOT, où on nous a présenté quelqu'un qui a 17 ans à l'époque et aujourd'hui son âge est contesté. Donc au Cameroun, les Koumba sont partout. Donc il y a des gens aujourd'hui qu'on nous dit qu'ils ont 91 ans, mais en réalité si vous partez chercher, ils nagent dans les 102 ans, 103 ans. Et maintenant, vous allez aussi voir que le ministre de la Jeunesse, qui était supposé être peut-être un jeune de 35 ans, peut-être 30 ans, ainsi de suite, est lui-même âgé de près de 70 ans. Donc, vous comprenez que le Cameroun est une curiosité planétaire, où nous sommes gérés par des octogénaires qui, en réalité, pour moi, en fait, leur gestion n'est que normale, c'est-à-dire tout ce que nous voyons là n'est que normal. Parce que j'ai eu la chance d'avoir l'un de mes vieux qui était un ancien combattant, qui a d'ailleurs fait la Deuxième Guerre mondiale, il est déjà parti, paix à son âme. Chaque fois que je lui rendais visite à Garoua, il me posait la question de savoir comment va Lissala. Lissala c'est qui? Lissala c'est mon père. Et mon père était décédé en 1996. Et chaque fois que j'allais lui rendre visite, il me demandait toujours comment va ton père. Et c'est à la maman de lui dire que non, Lissala est mort depuis. Donc, mais ce que je veux que les téléspectateurs comprennent, c'est que quand on atteint un certain âge, on est plus en contact avec les morts, des choses comme ça. Donc, ils voient Lissala tous les jours, ils sont ensemble. Et puis quand moi j'arrive, il est aussi normal pour lui de me demander comment va Lissala. Donc c'est un peu comme ça. Ceux qui ont un certain âge,
Vous allez voir, ils ont au trop en 24 heures, ils ont 2 heures où ils sont lucides. Le reste du temps, là, ils ne sont pas avec nous. Soit ils sont avec les morts, soit ils sont avec les anges, soit ils sont... Je ne sais pas. Donc, le Cameroun gagnerait à balayer tout ce beau monde. Ok, donc Massenia Difendi allait se reposer. Allez se reposer. Quelqu'un m'a fait comprendre. Quelqu'un m'a fait comprendre qu'il a demandé à 2 reprises de partir. Et que le Manitou qu'il a placé là a dit non, il faut rester. Et que la personne m'a même donné 2 informations qu'il veut partager avec les auditeurs. Il m'a dit que Niat est dans un avion médicalisé pour arriver au Cameroun. On l'a dit, reviens prendre ta place. Et quand on a fait cela, mon frère du village, Kavayege, a rapidement abattu quelques bœufs pour fêter et danser parce qu'il sait que si l'autre est reconduit, ça veut dire que lui-même sera reconduit. Ça, c'est des choses très simples. Vous comprenez, Madame Gezele? Donc, ne vous gênez pas. Il n'y a personne pour remplacer Niat au Sénat, selon M. Biya. Il n'y a personne pour remplacer Kavaï à l'Assemblée nationale. Donc, on est obligé de continuer avec ces 2 institutions qui en réalité ne nous servent à rien du tout, sinon à consommer le budget du pays. Et M. Biya considère cela comme, n'est-ce pas, une récompense politique pour ses amis, les gens avec qui il a joué du damier il y a de cela des années et des années. Donc quand il a ces 2 heures où il peut penser à ses vrais amis, on lui dit, ah, Niat, il n'est pas là, on dit, ok, oh, Niat, tu peux revenir, reprendre ta place. C'est comme ça. Vous voyez? Donc nous, on va perdre le temps là, il est où, il est où. Voilà des gens qui ont construit des châteaux, équipé ces châteaux à hauteur de milliards et de milliards, de maisons qu'ils ont un peu partout. La punition que Dieu les a donnée, c'est maintenant d'habiter dans les hôpitaux. C'est d'habiter dans les hôpitaux. Ils abandonnent tout ce luxe-là pour aller dans les hôpitaux. Alors que s'ils avaient eu la crainte de Dieu depuis fort longtemps, ils auraient laissé la gestion du Cameroun entre les mains expertes. Et ils seraient maintenant en train de vivre leur retraite heureuse au village. Mais comme ils ne veulent pas, Dieu les punit. Antoine Awana, à votre avis, Massenia Difendi, est-ce qu'on, s'il est dans l'avion médicalisé comme l'autre dit, si on peut aller demander à sa famille où il se trouve parce qu'on ne sait pas où il se trouve, ou bien s'il est trop vieux pour assumer, est-ce que finalement il n'est pas temps aussi? Puisque au constat, il est plus absent que présent à la tête de ce péchois qu'on appelle chambre haute. En une année, c'est à peine s'il assiste à 2 sessions. Et même là, c'est en courant d'air. Dès qu'il est élu, il disparaît. Ça commence à inquiéter aussi. Voilà. Je voudrais, avant de répondre à votre question, qui est une question très pertinente. Vous voulez réagir Je voudrais réagir par rapport au propos de l'apôtre. Allez-y. Lui qui est un homme de Dieu, je crois qu'il sait lire la Bible et l'interpréter selon la logique de la Bible. Moi-même, je crois en Dieu, mais je ne crois pas en Dieu à la manière de Spinoza ou à la manière de Voltaire. Alors, Dieu dit dans la Bible, ne jugez point, de peur d'être jugé du même jugement que vous portez aux autres. Ça, c'est la première des choses. La troisième chose, la deuxième chose, qui est déterminante, c'est que il y a ce qu'on appelle en droit le pouvoir de direction du chef d'entreprise. Je peux être chef d'entreprise Info TV. Je me retrouve à Guidigis, mais je vais gérer mon entreprise étant à Guidigis. Vous avez tous les instruments de communication et autres. Oui, les réseaux, donc, Internet. Ma présence physique n'est pas tellement indispensable quand je suis appelé à faire autre chose. Donc j'imagine qu'il y a je vais arriver, je vais dire comment ça se passe. La troisième chose qui est indispensable, c'est que en dehors du pouvoir de direction du chef d'entreprise, il y a ce qu'on appelle des problèmes. C'est une vérité de la palisse. Monsieur Niat est malade. En dehors du poids de l'âge, il est malade. Là où je veux rejoindre les deux, je voudrais citer le père Angèle Veng, père son âme, qui disait que le Cameroun, c'est la république du pas possible. C'est vraiment pas possible. Ça veut dire que ce qui se passe au Cameroun ne se retrouve nulle part ailleurs. Voilà. Nous avons
comme il a souligné, un gouvernement, une gérontocratie ici. Mais cela ne veut pas dire que ces vieillards-là n'ont plus l'intelligence comme il a fait savoir. Roosevelt, il a brigué 2 mandats aux États-Unis sur une chaise roulante, vrai ou faux? Oui, la chaise roulante, c'est pas la vieillesse. Voilà. Il peut avoir une inaptitude. La reine d'Angleterre, elle a gouverné le Royaume-Uni pendant combien d'années? On sait également que c'est le Premier ministre qui gouverne. Voilà, c'est pour vous dire donc que au niveau du Sénat, il y a le président, il y a les vice-présidents, il y a tout un cabinet qui travaille. Que le président soit là ou pas, l'institution fonctionne. Est-ce que ça veut dire que les lois n'ont pas été bien ratifiées parce que M. Niad n'est pas là? J'ai dit non. Tout se passe très bien. La preuve est que nous sommes... Je vais arriver là. Votre question, c'est... je vais donner une réponse fondamentale. Voilà. Tout se passe très bien. Le Sénat est en pleine session. Alors la question que vous me posez, il est où? C'est la même question que les Camerounais se posent. Ils sont en droit parce qu'ils veulent voir le président du Sénat en fonction et en travaillant. Oui. J'ai dit... Pour justifier son salaire. Beaucoup d'hypothèses peuvent être envisagées. Il peut mourir, mais on attend le moment où on va donner ce que vous appelez des hautes institutions pour annoncer sa mort. Ça aussi, c'est une forme de gouvernement, une forme de gestion des affaires de la cité. C'est vrai aussi. Vous comprenez? Parce que ça aura quel impact sur le Camerounais? Non, il y a un impact d'abord psychologique. Ensuite, au niveau même de l'appareil institutionnel. Là, par contre, je suis d'accord, mais psychologique... Oui, mais je ne sais pas en quoi le Sénat a été utile pour le Camerounais. Moi, je pense même que c'est une institution qu'on peut d'abord mettre en stand-by. Monsieur l'apôtre, ne faites pas l'amalgame. Lorsqu'il n'y avait pas le Sénat, vous avez tiré à boulet rouge. Mais il fallait un vrai Sénat, monsieur Awana. Quelles sont les spécificités, les caractéristiques d'un vrai Sénat? C'est que les gens sont élus. C'est pas je continue. L'histoire de monsieur Niad par rapport au Sénat, pour moi, c'est un épiphénomène. Le Sénat fonctionne. Bon, on suppose qu'il va apparaître au bas pour l'élection. Il va apparaître, comme vous dites, pour l'élection ou pas. On va placer de son état physique. Non, même à 4 partis viennent tuer pour l'élection. Pourvu qu'il soit là. Moubarak a commandé, il était sur une civière en Égypte. Les exemples fusent partout. Ali Bongo Ndimba. Mais il n'a pas commandé le Gabon avec une canne. On a vu la fin. Voilà. On a vu la fin. Bon, attendez pour la fin que M. Niad revienne. Si vous voulez lui faire un coup d'État au niveau du Sénat, attendez qu'il revienne. Voilà. Allez, bellissimo, carmissimo, Rosalia. N'en déplaise à certains amouroutrons du forum. Mon ami Messier Grisien de la maison étatique du R, toujours présent malgré les désagréments de Enéan. Une autre institution des ténèbres. Charlemagne, dans ses bénédictions à géométrie variable, il faut en donner à Messi pour une reconversion psychique, politico-mentale. Le seul dans la transition au continent était mon papy, Lokmonip Antoine, Awana, qui est dans des lamentations énergétiques dans son village. Heureusement, dans un système magico-visuel en sorcellerie, on te regarde. Asia, Willy dans son dinabel que j'ai pas vu depuis. Rosalie, on ne m'a pas appris à lire les lettres dans les enveloppes. Tu ferais mieux, sur haute instruction, de te diriger à Etoudi et m'en informer plus tard. Peut-être il est en train de te regarder, mais où? C'est ma Soctoma. Waouh, Rosalie, tu fais aussi bien de demander à Messi où se trouve le LG du Sénat. Pas Misaël me bouffe tout. Ouais, ce continent va nous tuer. C'est ma Soctoma. Allez, on va partir. C'est ce qu'il dit. On va directement en Italie. Bonsoir, Rosalie. Au panel, on nous a habitués au 237 à entendre notre président 2 fois l'année, le 10 février et le 31 décembre. Pendant la crise du Covid, on s'était même habitué aux manifestations avec sa photo. Et vous cherchez Niad, pourquoi faire? Ça se sait que le déplacement de Niad Cavaillé et ses autres nonagénaires
fonctionnaires qui occupent de hautes fonctions sont plus périlleux, plus difficiles et du coup, le travail ne peut pas suivre. Mon travail consiste à m'occuper des vieux et les stats ont montré qu'à cet âge, on dort pratiquement 90% de son temps. Voilà. On a perdu la moitié de ses neurones et donc le cognitif est ralenti. Le LG de Niat a été admis en retraite avec des avantages de quelqu'un qui travaille. Avec tout ça, on veut que ce pays avance avec des croulants comme locomotive. En tout cas, le Sénat sait même à quoi. On en a besoin dans un système fédéral. C'est d'abord depuis Ferrara en Italie qui nous écrit ce soir. Pas de débat, il rentre ce soir pour les élections de demain. Donc pas besoin de PJVC. Bonsoir ma sœur. C'est Fadima Toumpabe qui nous annonce le retour magistral du président du Sénat pour les élections. Ça fait un jour, les gens. Oh mon Dieu, le Cameroun. Bonsoir le plateau. Je suppose que s'il revient pour les élections, c'est qu'il sera reconduit. Il sera reconduit. On viendra sûrement vérifier cela demain. Il sera reconduit. Bonsoir le plateau. Je suis déçu pour une haute autorité, deuxième personnalité d'un État comme le nôtre. Le monsieur en veste qui demande voulant avoir où est passé M. Nyati Fendi. On peut aller demander à sa famille là. C'est très dommage pour une réponse en plein plateau. En tout cas, nous on vous regarde, Merlin Abomo, depuis Obal. Je suppose que c'est Obala. Bonsoir au plateau, vraiment M. Messi me déçoit. Qui nous laisse avec sa rhétorique stérile? Comment peut-il justifier l'esbrouf et la forfaiture? Le président du Sénat et son secrétaire général sont tous deux des grabataires et M. Messi veut nous faire croire qu'il peut encore diriger cette institution vraiment décevant et lamentable pour nos aînés. Christian depuis Douala, jusqu'ici, M. Messi n'a pas dit qu'ils peuvent encore diriger. La question ne lui a pas été posée. Bonsoir madame et à tes panélistes, s'il vous plaît, demandez à monsieur Messi d'arrêter avec l'amalgame. Comment comprendre que pour éclaircir les Camerounais sur la question du président du Sénat, il soit la littérature? Monsieur, répondez simplement à la question. Voilà comment lui et le RDPC ont géré le pays depuis plus de 40 ans par le mensonge et la roubladise. Bonne émission à vous. Armel depuis le quartier Mboman. Ils sont nombreux à chercher Nia Difendi. Je croyais que j'étais toute seule. Allez, bonsoir Rosalie. Est-ce que Messi veut nous dire que parce que Nia a été polytechnicien ou vice-premier ministre l'empêche de vieillir? Je voudrais lui rappeler que la vie privée d'un homme public est une vie publique. Quand les gens n'ont plus honte, c'est terrible. C'est monsieur Zigli. Je n'ai pas compris une telle malhonnêteté intellectuelle de la part d'Antoine Awana, qui compare le Sénat à une entreprise. Rosalie, le courant vient de partir. Comme Niat ici en Colosso. Bonne émission à vous. Bonsoir la Kouta de modératrice. Ah non, moi je ne suis pas une Kouta, il y a déjà un sac. D'accord? Il faut trouver autre chose. Si on devient d'un Kouta, ça devient dangereux. Dans une même maison. Dans une même maison. Il ne faut pas d'un Kouta. Allez, bonsoir la Kouta de modératrice, toujours très posée et disposée à ce qui concerne le sujet. Niat dans la bouteille. Pourquoi cherchez-vous parmi les présents ceux qui ont disparu? Bonne émission à vous. Merci Cédric. Allez, bonsoir le grand soir. Ce monsieur Awan me déçoit. Apparemment, il est passé au comité central du R avant de venir ici. C'est Joël depuis Bafia. J'aime toujours le dire, Rosalie, le Sénat est la chambre haute la plus basse du Cameroun. La présence de Niat au Sénat est comparable à l'éjaculation d'un coq. Dès que vous allez parler, on vous demandera il y avait quoi avant. Le Cameroun est formidable, vivons seulement. Gauthier depuis Mendon. Ici même à Yaoundé. Bonsoir Rosalie, c'est tous des légumes. Nous on attend juste les obsèques et après on fera la renaissance du Cameroun. C'est monsieur Biwole qui nous écrit depuis Olembe. Oui, merci beaucoup, merci. Je vous traverse. Si je commence à lire ça, ça va être compliqué. Bonsoir Rosalie, à votre panel. Fier de vous revoir ce soir, Madame Rosalie. Pardon. Au lieu de nous parler du Sénat, dites à son Excellence Monsieur Paul Biya que nous le supplions seulement de faire aussi une visite surprise à Eneo, même comme ça. Peut-être là les choses vont changer. Patrick, depuis Nkwaban. Ah, il vous a entendu, hein, le président de la République. S'il faut qu'il fasse une visite surprise à Eneo pour que ça aille bien, on attend la visite. Bonsoir le plateau. S'il vous plaît, demandez à monsieur Messi comment il regarde ses enfants le soir. Un peu en costume dit les choses comme ça. Monsieur Awana a aujourd'hui oublié d'être normal. Hein.
Je suis sûr qu'il n'a pas mangé. L'apôtre, que son Dieu nous sauve seulement, non? Ouais, Aristide, depuis Soa. Aka, Messi, il sait pas, le foot, hein? Il faut être raisonnable. Ces gars n'ont plus de crainte. Ils dirigent leur Sénat là comme ils sentent seulement. Bonsoir madame la journaliste. Le père est vraiment fatigué. Le gars se repose tranquillement. Il va venir en temps opportun. Bonsoir la présentatrice. Nous demandons que le président de la République, du Sénat et de l'Assemblée aille en retraite. Merci. Bonsoir la belle Rosalie et vos invités. Le président a oublié de nommer le fils d'Egnat comme sénateur afin de succéder à son papa qui est fatigué. Fouda Marc depuis au télé. Yotor Renault, fan du changement, est également connecté. Bonsoir le panel. Pourquoi le RDPC aime-t-il la médiocrité dans tous les plans du Cameroun? 40 ans de malheur et d'irresponsabilité et de paillage et de pillage, je suppose que c'est ce qu'il voulait dire, des biens de l'État à travers la corruption et des abus de pouvoir. Président du Sénat est en incapacité de diriger son foyer. Combien de fois la plus haute chambre des institutions du Cameroun? Il est croulant et aveugle et surtout maladif. Pourquoi le forcer? Pourquoi ne pas changer? Dites-moi, c'est quel genre de gouvernement ça même finalement dans ce pays? Bonsoir la rose nationale. Très heureux de retrouver la plus belle rose et le grand soir, car depuis une semaine, Eneo nous fait du Eneo, c'est-à-dire produit du noir, de l'obscurité depuis une semaine. La rose nationale du Cameroun est une curiosité planétaire. On a les plus vieux chefs des institutions à leur poste au monde. Voici le résultat d'une gouvernance par embuscade d'un pays zombifié, prévu de plus que toutes les décisions viennent de tout dit. Monsieur Messi ne nous dira rien de bon sur ce coup-là. Wadiébé Service, depuis Kayeli, bonsoir Rosalie, dit à Adam que la révolution ne s'encombre pas d'élections et d'autre part égale le nombre de ministres assimilés par rapport aux pays occidentaux où nous allons souvent demander de l'aide et la merci. Bonne suite d'émission à vous, c'est Rock. Vous êtes très nombreux, mais je vais m'arrêter. Hein. Bonsoir Madame Rosalie, félicitations FDR dont nous connaissons dorénavant un autre militant, en plus du président Olinga. Espérons qu'ils compteront au moins un conseiller à la suite des prochaines échéances électorales. C'est Zambo depuis Yaoundé. De toute façon, on l'a dit, hein, les élections c'est dans quelques heures seulement. Est-ce qu'il apparaîtra notre cher président du Sénat? On le saura. Et puis on reviendra ici, soit applaudir sa réélection, soit critiquer sa réélection. Je ne sais pas trop ce qu'on fera, mais ce qui est sûr, on reviendra en parler. Pour l'instant, on va s'intéresser au train de vie de l'État. Je l'ai dit ici, j'ai fait le tour, j'ai terminé là. C'est ça, non? Oui. Donc, je démarre là. Le train de vie de l'État, on l'a constaté, tout le monde s'amuse à le dire et s'accorde au moins à dire que on a besoin de réduire ce train de vie de l'État pour donner un coup de main. On part fouiller les niches d'argent un peu partout, sauf là où il faut. Et aujourd'hui, les uns et les autres se demandent finalement, apôtre Charlemagne Adam, quand est-ce qu'on va finalement lancer cette réduction du train de vie de l'État, parce que tous les Camerounais attendent. Le panier de la ménagère, c'est devenu la catastrophe. On a du mal à se nourrir, régler nos factures, c'est des problèmes. Le privé n'arrive plus à porter les salariés, puisque même les payer, ça devient compliqué. Et pendant ce temps, bien qu'on comprenne que c'est un poste de responsabilité impose un certain confort, mais il y a quand même des conforts excessifs qu'on peut réduire pour permettre au pays de renflouer les caisses et laisser un peu le Camerounais lambda, j'allais dire le pauvre Camerounais, respirer. C'est possible quand même. Oui, Madame Ngezele, sauf si nous on oublie qui nous sommes. Okay. Nous sommes on nous appelle normalement les indigènes. Alors Vous êtes indigène? C'est comme ça qu'on nous appelait. C'est qui? Mais vous savez, ce pays a été à un moment donné sous la direction. On ne peut même pas dire colonisé, mais on peut utiliser ce terme-là. Il y avait des blancs. Mais je suppose que c'est le cas aujourd'hui. Je ne sens pas indigène. Vous avez, Madame Gazelle, vous avez déjà surpris le président de la République un jour, peut-être en boubou. Un bon Djibéré, un Gandoura. L'occasion de le voir en chemise. Mais quand ce qu'il faut dire, c'est que eux, ils ont cette mentalité-là, cette mentalité coloniale, qui, n'est-ce pas, les amène toujours à traiter leurs frères, leurs compatriotes, comme des indigènes, qui n'ont pas droit au courant, qui n'ont pas droit qui n'ont pas droit au plateau technique, qui peut permettre à ce que les gens se soignent aisément,
les indigènes n'ont pas droit à avoir de la bonne nourriture, les indigènes n'ont pas besoin de s'habiller normalement. Pour dire que, bon, à l'époque, quand les colons étaient là, eux seuls avaient de belles maisons, eux seuls avaient de belles voitures. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui au Cameroun, c'est ce qu'on reproduit. C'est-à-dire, vous devez avoir une belle maison, c'est un problème de prime abord. Ça devient un problème. C'est pas la maison. Regardez, c'est pour cela que je dis que nous sommes. C'est le coût de la maison qui est le problème. Arrêtez une belle maison. Tout le monde a envie d'avoir une belle maison. J'ai envie d'avoir une belle maison. Regardez, Madame Gezele. C'est le coût de la maison qui est puisé dans les poches des Camerounais. Regardez, Madame Gezele. On construit. Il y a la SIC qui fonctionne. N'est-ce pas? La société immobilière du Cameroun, n'est-ce pas? Qui fonctionne, on a des camps qui sont construits un peu partout, mais à un moment donné, on transforme, ça devient, n'est-ce pas, une garnison militaire. Ça devient, comment il va appeler ça? Une caserne, pas une garnison, une caserne militaire. Où, normalement, nous savons que quand on fait ce genre de choses, c'est pour permettre à ce que le motoman, le taximan, pour permettre à ce que le petit Camerounais puisse avoir au moins un logement digne de ce nom, où il peut avoir des toilettes modernes, où il peut avoir des choses comme ça. Mais on dit non, vous n'avez pas le droit à tout ça, aller là-bas. On peut faire loger nos militaires là-bas. Et pendant ce temps-là, eux, ils sont dans un... C'est pour ça que je dis que tout à l'heure que Dieu les a punis. Donc maintenant, vous allez vivre dans les hôpitaux. Vous allez laisser toutes ces belles maisons-là, vous allez vivre. Donc, ce que je lis entre les lignes, c'est qu'ils n'ont pas envie de réduire et ils ne vont pas le faire. Parce qu'on a vu quelqu'un qui a été justement remercié parce qu'il avait pris des initiatives. On lui a dit, mais toi, tu prends les initiatives en tant que qui? Est-ce que tu t'es référé à la hiérarchie? Donc, les gens ne sont pas nommés pour travailler. On les a nommés là pour qu'ils, n'est-ce pas, consomment, n'est-ce pas, l'argent du budget qu'on leur remet. Ils sont là pour, vous allez voir, avec le renouvellement c'est-à-dire l'élection de Cavaille et de Niat, ils auront directement encore de l'argent pour la dotation, pour l'achat d'une nouvelle véhicule. Donc vous allez voir, ils vont prendre des voitures de 70 millions, de 100 millions. Ils vont le faire. Bon, maintenant, vous allez voir, le président de la République ne va pas se plaindre de ça. Il ne va pas dire à ses amis que non, vraiment, l'argent que vous utilisez pour acheter les véhicules, là, ça peut aider. Ça peut créer des points d'eau pour que les Camerounais au moins aient de l'eau potable. Il ne peut pas se plaindre. Bon, et ce n'est que normal, puisque vous voyez aujourd'hui avec... la gabégie financière qui s'est installée là, c'est parce que justement les gens ont de l'argent dans leur bureau, ils ne savent pas quoi en faire. Puisque quand vous allez... du coup, ils ne ressentent pas l'urgence de réduire. Non, ils ne peuvent pas réduire, puisque chaque jour ils sont en contact avec de l'argent liquide. Vous avez vu un ministre d'Acom qui était votre tutelle à un moment donné, s'est retrouvé avec l'argent à l'État Bandjok. Parce qu'il ne sait pas comment faire pour garder cet argent-là, comment transporter cet argent. Et on lui dit, mais monsieur le ministre, comment vous avez fait? Il dit non, il voulait juste, n'est-ce pas? Il voulait faire quoi? Si ce n'est pas frapper cet argent. Donc c'est pour cela qu'on dit que, en réalité, ces gens ne peuvent pas réduire. Ils sont habitués à vivre comme des blancs. C'est le terme que nous on utilise au quartier. Ils sont habitués à vivre comme des blancs, à manger comme des blancs, à s'habiller comme des blancs. Il n'est pas question de... Non, ils ne peuvent pas. Ça ne les concerne pas. À nous autres, on dit serrer la ceinture, on fait que serrer la ceinture. Bientôt, nos reins vont se couper. Voilà pourquoi on a besoin beaucoup plus aujourd'hui de constater que quand Sankara avait pris le pouvoir au Burkina Faso, il a réduit d'abord son propre train de vie, avant de penser, n'est-ce pas, à réduire le train de vie des autres. Lui-même, il a roulé dans un véhicule qui, n'est-ce pas, présenté, dans un véhicule normal. On pouvait le retrouver en train de faire du sport, on pouvait le retrouver en train d'aider les citoyens, soit à bâtir quelque chose. Il était toujours là avec le peuple. Donc, ce que nous devons comprendre, c'est qu'au Cameroun, tant que nous n'aurons pas notre révolution, et que, n'est-ce pas, on est des modèles. On ne va pas, si on vous nomme même la Madame Gezele, si on vous nomme la ministre des Affaires... des Finances. Non, on ne peut pas, je cherche, si je dois être bon en disant que le vrai ministère... Affaires sociales. Je ne veux pas affaires sociales. Quand vous serez là-bas, on va vous dire, non madame, ici là, vous allez trouver là les directeurs là, ils vont vous accueillir avec de dons Petros, avec toutes sortes de bons vins pour vous dire, madame, vraiment bienvenue, madame la ministre. Bon, vraiment, ici là, c'est comme ça qu'on fonctionne.
Tu manges et tu te tais. Tu manges, tu laisses D'accord. tranquille. Moi, voilà mon rôle. Je mange de ce côté, l'autre mange de l'autre côté. Donc, vous êtes On s'est tranquille. partagé. quoi. Voilà. Monsieur Awana, c'est pourquoi ce n'est jamais implémenté, parce que les gens se sont partagés un tout petit peu les coins de mangeoire, et puis tant pis pour le commun des mortels qui attache la ceinture. On a le mot résilience qu'on nous a servi. On est résilient, on arrête d'être résilient. On a perdu même pour certains le sourire à force d'être résilient. On n'arrive plus à envoyer nos enfants à l'école. On n'arrive plus à manger décemment au Cameroun, encore moins d'avoir des boulots décents, parce que pour moi un boulot décent c'est un boulot qui te donne un salaire respectable tous Tout les à mois fait. et te permet de louer une maison décente. Donc du coup, tous on est en train de vivre des situations alarmantes, et on constate tous ensemble quand même qu'il y a une catégorie de Camerounais qui, eux, n'ont pas le droit de ressentir cette situation, et ça crée un malaise. Ça crée un certain malaise quand même au sein de la population. Tout à fait, parce que l'histoire de réduction du train de vie de l'État, ça ressemble à peu près à l'article 66. Ah ouais. L'article 66 qui est basé sur la déclaration des Des biens. biens. Le Cameroun a ceci de particulier, c'est que lorsque on vote une loi, on met aussi un verrou pour ne pas l'appliquer. Ils appellent ça les décrets d'application. C'est arrivé là. C'est à peu près comme le code du travail du FMI et de la Banque mondiale de 92, qui est venu phagocyter les emplois et qui a clochardisé une bonne partie des Camerounais. C'est ça, Madame Guessele. Voyez-vous, un ministre, fut-il, bon, je ne voudrais pas donner son grade, qui se retrouve avec 21 véhicules de service, et que ces bureaux ne sont pas à plus d'1 kilomètre de sa résidence. Vous trouvez ça normal? Non. Vous avez des dotations en carburant, alors qu'on est en train de demander aux Camerounais de payer le litre de carburant à pratiquement 1000 francs. Vous avez des écoles, l'éducation, on nous dit que c'est gratuit. Vous avez des écoles primaires, maternelles, qui coûtent plus cher que des IPES, c'est-à-dire des instituts privés d'enseignement supérieur. Madame Guessele, vous avez, il y a eu un slogan à une époque où on disait que le pays va mal. Parce que quand vous voyez un ministre de la République, lorsqu'il va chez lui le week-end, mais c'est tout un cortège des Prados, mais je n'ai pas dit des Prados noirs. Voilà. Sauf qu'elles sont très souvent noires. Un cortège qui l'accompagne au village avec toute une délégation. Madame Guessele, le professeur Obama, Jean-Baptiste, le philosophe africain, avait posé une question sociologique très pertinente. Est-ce que l'immobilier a déjà développé un pays? Moi, j'ai voyagé le monde à 5 continents, j'en ai fait 4. Hein. J'ai fait l'Interland. Jamais vu où l'immobilier peut développer un pays. Mais regardez, c'est qui commence à pousser ces immeubles. De manière anarchique. Voilà. Ça, c'est encore un autre pan du problème, c'est-à-dire les problèmes d'urbanisme. Voilà. Les urbanistes, je ne sais pas s'ils sont là. Je vous dis, vous allez... Je n'ai jamais vu une république où les fonctionnaires sont immensément riches par rapport aux hommes d'affaires qui créent des richesses. J'ai jamais vu un pays où on a développé ce qu'on appelle des castes privilégiées. Le Cameroun se retrouve divisé en deux. Il y a le Cameroun des uns et le Cameroun des autres. Des en haut et des en bas. Voilà. C'est comme ça que le commun mortel... à ce moment, pour mieux enfoncer le clou et envoyer les gens au cimetière de la pauvreté, ils ont encore développé ce qu'on appelle des impôts. Tout est imposable. Même la pomme ou bien le doigt de banane de ma grand-mère au village est imposable. Même les Actuellement, même pour voyager, on vous impose des taxes à payer avant de sortir de l'aéroport. Le cyber, l'internet est imposable. Vous avez vu, ils ont tué quelque chose qui prenait de l'envol, les influenceuses.
Parce qu'on leur demande maintenant, vous serez imposé ou imposable. Bon, voyez-vous, dans une telle république, ça crée ce qu'on appelle des frustrations à nul autre pareil. Vous comprenez un peu? Donc, on nous a servi un premier slogan. Retroussons les manches. Non, comprenez un peu, hein? Il faut lire ces choses-là en filigrane. Retrousser les manches, pas que retroussons les manches. On les a retroussés jusqu'aux épaules. Ça n'a rien donné. L'autre slogan, rappelez-moi, vous venez de citer ça. La résilience. La résilience. Alors, moi j'aimerais bien atteindre ma limite de résilience. Voyez-vous, dans cette histoire de résilience, dites comme Césaire, aimé Césaire, les Antilles qui ont faim, les Antilles dynamitées d'alcool, grillées par la petite vérole. Vous savez ce que vous appelez la petite vérole? La varicelle, l'herpès. Mais on ne peut plus se soigner. On ne peut plus se soigner au Cameroun. Ah ben oui. Même si vous avez le paludisme, un seul comprimé de Nivaquine, d'abord vous ne trouvez même pas ça. Voilà, il n'y en a plus. Et puis, vous n'avez pas de moyens parce que nous sommes dans l'ère d'un capitalisme sauvage. Tout est taxé. Voilà, parce que si vous n'avez pas de l'argent au Cameroun, vous êtes appelé à disparaître à l'heure actuelle. Alors que, mais où est la sécurité sociale, Madame Guesselé? Elle est où la sécurité sociale? On ne sait pas, ça bat de l'air, ça fout le camp. Regardez comment ces ministres de la République qui mènent une vie ostentatoire, au vu et au su de tout le monde, personne ne s'en émeut. Laissons des chapelles politiques. Que vous soyez du RDPC ou du MRC, vous êtes Camerounais et vous vivez au Cameroun, vous vivez ces choses-là et vous vivez avec ces choses-là. Est-ce qu'on peut réduire finalement quand on se Tout dépasse, Madame Guéhessele, tout dépend de la volonté politique. Quand le politique n'a pas signé, nous pouvons rester avec vous ici du 1er au 42, comme ma grand-mère dit souvent. On va élaborer toutes les stratégies. Si le politique ne valide pas, c'est peine perdue. On va brailler. Il faut que le politique décide. Mais qui est donc politique? Mais c'est celui qui implémente ces choses-là. Et vous voyez donc que rien, pour le moment, rien ne peut changer sous les tropiques. Le ciel est toujours bleu. Et la mer ne changera jamais de couleur. Par conséquent, retroussons les manches jusqu'au cou, soyons résilients jusqu'à la moelle épinière, rien ne changera. D'accord. Sauf que la mer, quand elle est en colère, elle change de couleur. Hein? Et il ne faudrait pas la mettre en colère. Parce que, oui, bien sûr, quand les vagues... Quand il y a les éclairs, ça change de couleur. Quand les vagues bougent, voilà, il peut y avoir un naufrage. Mais les vagues bougent combien de fois? Il faudrait donc... Et il faut qu'il y ait un phénomène chimique qui va faire bouger les vagues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut une psychanalyse collective ici. Voilà. Mais le problème, c'est que qui va psychanalyser qui? Moi, je suis en train de vous psychanalyser. Parce que nous sommes tous pécheurs. Non, il y a des pécheurs. Monsieur Awana. Non, je vais chuter. Je vais chuter par là. Je vais vous dire que... Parce qu'il y a les péchés où je ne suis pas dans l'association du genre de péchés là. Nous irons tous au paradis. Non, on avec les bons, les moins bons et les mauvais. C'est faux. Nous irons. On va se séparer. Chacun va prendre son couloir. Il y a ceux qui iront au paradis pour ceux qui y croient. D'autres iront en enfer. D'autres vont rester en suspension. L'enfer existe où? Apôtre. Ça existe sur cette terre, l'enfer bien aujourd'hui. Moi, j'ai suivi quelqu'un dire même que lui, arrivé devant le Seigneur, il aura le drapeau du Cameroun. Pour rappeler qu'il a déjà fini son enfer. Pour rappeler que lui, il a déjà fait l'enfer. Qu'on comprenne son problème direct. Donc, il souhaite qu'on l'enterre avec un drapeau. On peut sourire, hein, mais ça fait mal. Ça fait mal parce que je me disais quand même, et il a raison, M. Aron, tant que les gouvernants ne décident pas de mettre une politique, d'implémenter cette réduction du train de vie de l'État, on va tourner en rond. En attendant, c'est les Camerounais lambda qui payent le prix de ce problème économique que connaît le Cameroun. Pourtant, dans ces petits coins-là, on peut récupérer quelques milliards. Hein, les bombes de carburant, là, je vois, on brûle même à la fin de l'année parce qu'on n'a pas utilisé.
utiliser. Mon frère, même donner à quelqu'un quand il vient dans ton bureau, les gens... Il y a un élément important, Madame Guessele, il y a un élément très important aussi que vous soulevez, c'est-à-dire les évacuations sanitaires. Ça nous coûte tellement excessivement cher. Mais il y a des Camerounais qui ont des projets phares pour construire des hôpitaux de référence, mais tout est bloqué dans les banques. Ils peuvent même importer de l'argent, mais on détourne cet argent-là et on vous envoie, vous promener dans les justices, dans les tribunaux. Là où tu peux faire les allers-retours jusqu'à tes pieds se cassent. La corruption est versée dans tous les recoins. Tout à fait. C'est encore une autre affaire là-bas, la justice. Mais c'est un autre débat. Je vais revenir avec la justice un jour ici. J'ai mes problèmes avec la justice ces derniers temps. C'est-à-dire, ça commence dans les gendarmeries, les commissariats. Non, là-bas même, c'est encore grave, madame. Non, j'arrive, je vous donne un élément sociologique. Ne me donne pas. En 10 secondes. Non, ne me donne pas. Ne me donne pas. Je suis de son côté. Sinon, ça, c'est une discussion qui va créer un autre débat. Je reste focus. Je suis en train de parler de la réduction du train de vie de l'État, monsieur Willy Mengue. On a un gros souci dans ce pays. Qu'est-ce qui empêche qu'on implémente cette décision? Parce que, autant mieux, plus on n'est plus en train de se demander si c'est nécessaire ou pas. On est tous d'accord sur ce plateau que c'est une urgence même. Qu'est-ce qui empêche que des gens qui peuvent simplement signer, qu'on commence à implémenter, à appliquer cette décision-là, ce soit aussi difficile? Alors, il s'est passé quelque chose de très important, mais qui à la limite, était un peu perçu, rien que sous un couloir, en 1993. 1993, le Cameroun est sous ajustement structurel avec le FMI. Alors, automatiquement, il faut baisser le salaire de la fonction publique, qui allait à pratiquement à 60% de baisse. Et il faut réduire l'âge de la retraite à 55 ans. Il faut recruter de moins en moins dans la fonction publique. C'est des mesures qui avaient été prises de manière drastique et automatique. Sauf qu'au même moment, nous sommes en 93, c'est-à-dire on vient de sortir des élections présidentielles de 92. Le gouvernement d'union nationale est formé. Au même moment, la taille du gouvernement a pris une certaine épaisseur. C'est-à-dire, on demande de baisser les salaires à 60%, la fonction publique, mais on augmente la taille du gouvernement. Et la taille du gouvernement a commencé à prendre cette épaisseur depuis le gouvernement 92 jusqu'à l'heure actuelle où nous sommes déjà pratiquement à 65 ministères. Alors que le souci était de pouvoir mieux redistribuer la croissance économique nationale dans les différents secteurs, partant donc des fonctionnaires et puis juguler dans des secteurs qui étaient complètement asséchés. Par exemple, les services sociaux permettent à ce que les uns et les autres puissent avoir de l'eau potable, de l'électricité, ainsi de suite. Ce qui se passe en 93. Il y a donc quelques réajustements depuis 2008, que ce soit en 2008, 2023, 2024, qui sont dans les 45%. C'est-à-dire, le fonctionnaire de 93 ou avant 93 touchait mieux que celui d'après 93. Et le train de vie de l'État n'a fait que continuer, n'a eu qu'une tendance haussière. Alors, il faut regarder. Quand on entre dans les chiffres, il faut faire des éléments comparatifs. Parce qu'on faut comprendre qu'est-ce qui motive l'ordre actuel à faire grossir davantage le train de vie de l'État, l'appareil de l'État et puis le train de vie de l'État, le budget de fonctionnement. Si vous prenez le cas du Cameroun, nous sommes dans 475 km², c'est 30 millions d'habitants. C'est-à-dire, le Cameroun, pratiquement, c'est moins de la moitié du nombre d'habitants de la France, parce que la France est à 68 millions d'habitants, au dernier chiffre. Or, la France, c'est depuis la 5e République, parallèlement dans les 30 ministres. C'est-à-dire, la moyenne, c'est depuis la 5e République, c'est dans les 30 ministres, quand ils ont trop fait, c'est 30, 35 ministères. Vous prenez le cas de l'Allemagne, c'est pratiquement la même chose. Le chancelier tourne autour de 20 à 25 ministres fédéraux, comme on les appelle là-bas. L'Allemagne qui a 85 millions d'habitants. Et voilà l'une des plus grandes puissances économiques de l'Europe. Et l'une des plus grands fournisseurs ou sponsors du FMI, derrière lequel le Cameroun s'accroche, par exemple, pour s'endetter. Alors, on comprend que, en fait, la performance d'un État ne dépend pas forcément de la taille du gouvernement, encore moins du confort matériel dans lequel baigne ce gouvernement. Le Cameroun, avec ses 30 millions d'habitants, a plus de 65 ministères. Et regardez donc
Quelqu'un, M. Aron a évoqué aujourd'hui le parc automobile de l'État. Regardez le parc automobile de l'État. La qualité du véhicule, la qualité. Je vous assure. La qualité. Quand on parle de Prado, peut-être c'est qu'à quelques 5 lettres. Mais regardez ce que vaut une Prado en termes de chiffres. Le ministre, son cabinet, monsieur le secrétaire général, son cabinet, le chef de service, quand vous regardez le parc auto de l'État, la maintenance annuelle, le fonctionnement annuel, on comprend que les motivations de l'ordre qui règne politiquement ne sont pas dans la performance de l'État, mais sont dans le fait de vouloir satisfaire les alliés politiques. Vous comprenez? C'est-à-dire, en fait, à chacun sa petite part, pourvu que l'ordre soit maintenu. C'est ce qui se passe. On ne vous demande pas d'être performant. On vous demande juste d'avoir le maximum de biens matériels pour faire asseoir votre influence politique. Autrement dit, on entre là dans ce qu'on appelle vraiment une gouvernance de prédation. On a souvent le fait de dire, oh, c'est des mots qu'on a, c'est une gouvernance de prédation. Effectivement. Et on est dans les privilèges. Oh, la République n'aime pas les privilèges. Parce que d'un côté, on a un gouvernement avec ses démembrements qui baigne vraiment dans les grâces de l'État, et un peuple qui est complètement asséché. Il n'y a pas d'eau, on a des problèmes d'électricité, les routes, elles sont ce qu'elles sont, le logement, il est ce qu'il est. On a un ensemble de problèmes que les coupes budgétaires affectées au fonctionnement de l'État pouvaient n'est-ce pas permettre d'être résolus. La République des privilèges tue la République. Car ce sont les privilèges qui ont été, n'est-ce pas, déconstruits pour que vive la République. Quand vous lisez l'histoire de la création de la République en France, c'est parce qu'il fallait que le clergé et le clergé et la noblesse n'aient plus accès aux privilèges. Il fallait tuer les privilèges. La nuit on appelait ça la nuit le mot va venir, il fallait tuer les privilèges, il fallait que tous les citoyens français se retrouvent au même pied d'égalité. C'est ça la République. Mais au Cameroun, c'est pas ça. On ne construit pas la République, on construit un certain nombre de privilégiés qui ont accès aux bénéfices de l'État. Le gouvernement des élus. Le gouvernement, c'est effectivement ça. Et les privilèges créent donc les frustrations. Quelqu'un a glossé cela tout à l'heure dans son intervention. Par exemple, c'est des frustrations de constater que vous êtes là, comme assis dans un gradin, vous voyez les autres s'abreuver, inondés de bienfaits, ils vont au village le jeudi, parce qu'ils ne vont pas le vendredi, ils vont au village le jeudi, ils vont revenir mardi soir, et puis 2 ou 3 jours, ils arrivent au travail avec des cortèges, des véhicules qui coûtent cher à l'État. Donc, il est tout à fait normal qu'on tourne la page. C'est l'une des préoccupations de la Troisième République au niveau du Cameroun. C'est-à-dire celui qui doit venir, vraiment doit se pencher sur la nécessité d'abolir les privilèges de ceux qui représentent l'État. Parce que le confort matériel n'est pas forcément un signe de performance dans l'État. Si le confort matériel avait été un signe, c'est que le Cameroun est développé. Parce que le Cameroun baigne dans le confort matériel que les puissances économiques même ne connaissent pas dans la gestion de l'appareil de l'État. D'accord. Monsieur Messi, vous adhérez au fait qu'on doit réduire quand même ce train de vie, ou peut-être le processus est en cours, ou c'est en train d'être fait et puis nous on ne ressent pas? Non. La réduction du train de vie de l'État, c'est une vraie préoccupation. C'est pas aujourd'hui qu'on la pose sur la table. Et si vous suivez bien le chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya, dans tous ses discours, il est revenu sur la nécessité pour l'État de réduire son train de vie. Le 31 décembre dernier, s'adressant à la nation, il est revenu là-dessus. Bon, maintenant, pourquoi l'État doit réduire son train de vie? Parce que le processus est là. Au-delà de tout ce que moi j'ai suivi, il est question que dans cette économie résiliente, qui fait en sorte que personne n'est épargné. Vous avez vu avec l'augmentation du prix du carburant. Ça a donné un autre impact. Pourquoi on augmente le carburant? Parce qu'on pense que les subventions de l'État privent ces derniers d'une bonne masse monétaire pour un investissement ailleurs.
Maintenant donc que l'État arrête de subventionner, maintenant également on pense que cela doit s'accompagner par la réduction du train de vie de l'État. C'est-à-dire mettre un accent sur la qualité de la dépense publique. Qu'est-ce qui est nécessaire pour le fonctionnement de l'État? Je vais vous prendre des exemples simples. Après avoir je vais vous prendre des exemples simples. Et c'est déjà opérationnel depuis peut-être 5 ans. Si je vous prends des missions, des missions au niveau de la fonction publique, vous savez par exemple que les missions à l'étranger aujourd'hui sont autorisées pour toutes les administrations par le Premier ministre, chef du gouvernement. On pouvait aller en mission 10 personnes. Aujourd'hui, si vous êtes au trop 3, 4 pour une mission, l'organisation des séminaires, des forats, des colloques, des commissions et autres choses qui étaient quelque part budgétivores aujourd'hui, tout cela a été assaini pour essayer de réguler cette dépense publique. Vous avez parlé des bons de carburant. Ça fait partie du train de vie de l'État. La problématique est sur la table. C'est-à-dire que, est-ce que avec des voitures qui coûtent excessivement cher et des bons de carburant coûtent également à l'État cher, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut choisir le juste milieu. C'est ce que j'appelle la qualité de la dépense publique. Donc ils sont en train de réfléchir. Ils ne réfléchissent pas. Je vous parle de ce qui se passe en ce moment. Comment ça? Moi, j'ai des informations. C'est-à-dire que je vous parle des missions, par exemple. Je vous parle des voitures aujourd'hui. Les administrations aujourd'hui achètent des voitures par l'autorisation du Premier ministre, chef du gouvernement. Mais ils achètent quand même, c'est ça. On ne dit pas qu'ils ne vont plus acheter. On achète toujours. Donc on n'achète plus comme au bon vieux temps. Ah, ça veut dire que certaines voitures qu'on rend à peut-être 900 voitures d'acheter. Nous sommes très sérieux sur ce débat. On ne voit pas la conséquence sur le terrain. On continue à constater que le train de vie de l'État, je dis, il a plutôt tendance au croissant. Si dans votre environnement, vous avez un directeur peut-être d'une administration centrale, il vous dira tout ce que je vous dis là, qu'il y a beaucoup de privilèges. Il n'a pas besoin de le dire parce que nous voyons avec les... C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez parlé tout à l'heure des évacuations sanitaires. Il n'y a pas beaucoup de temps. Le président de la République lui-même a instruit pour que ces évacuations sanitaires soient l'objet d'une autorisation préalable du président lui-même. Le secrétaire général de la présidence a répercuté l'instruction au niveau du secrétaire général du Premier ministre. Et on ne va plus. On effet immédiat. Est-ce qu'on évacue la plus? note, écoutez, Est-ce qu'on n'évacue plus? vous avez vu la note du délégué général de la Société nationale de développement? Il y a un problème entre le discours. On ne dit pas qu'on n'évacue plus. Les notes et l'application sur le terrain. Mais les évacuations seront maintenant contrôlées. Oui, bon, c'est comme d'avancer. Non, les évacuations sont désormais que c'est la même chose. Par qui? Par qui le chef de l'État le fait? Parce qu'il a instruit que plus d'évacuation sanitaire sans son autorisation. Tout le monde ici est quand même d'accord. Est-ce que ça fait un mois que cette décision a été prise? Est-ce que ça fait un mois que le délégué général de la Société nationale a instruit à tous ses services déconcentrés pour qu'ils soient vigilants pour ces évacuations sanitaires? Aujourd'hui, un policier en cavale de son Rosalie, vous voyez un policier il y a des actions qui sont menées, il y a des actions qui sont posées pour que la réduction du train de vie soit réelle. Mais est-ce que c'est assez? Il faut peut-être aller plus loin. La preuve, c'est que le chef de l'État en parle plus de 5 ans aujourd'hui. Mais nous sommes tous d'accord que les habitudes ayant la peau dure, certains privilèges, certains ne sont pas prêts beaucoup plus avec la décentralisation. Vous savez que la décentralisation est aussi une stratégie de la réduction des terres de vie de l'État central à travers le transfert des compétences et des ressources. Les compétences et les ressources. Vous savez que là encore, il y a une difficulté. Parce que certains pensent qu'au niveau de l'État central, ils ne peuvent pas se départager des pouvoirs et des moyens nécessaires pour que tout cela mette en marche. Mais nous sommes dans un processus irréversible. Toujours, comme irréversible. D'accord, parce que ça pose donc le problème de l'État central qui est pourvoyeur de tout ou qui prend toutes les décisions. Donc aujourd'hui, il faut
déconcentration. Il faut quoi, disons, c'est l'expression. C'est le mot qui sert à ce qu'on a aujourd'hui, la déconcentration. Non, c'est pas la déconcentration. Ou alors la déconcentration. Parce que dans la déconcentration, on tourne en rond autour du concentré du pouvoir. Aujourd'hui, il est question de disloquer le poids des décisions centrales. Oui. Nous, on veut plus les voitures dans les parcs. Pour que ces compétences et les moyens aillent vers des collectivités territoriales décentralisées. Voilà donc. Vous savez pourquoi vous cherchez trop de mots, monsieur. La mission donc du Sénat qui est aujourd'hui de mettre en place la décentralisation. Il fait beaucoup d'efforts pour que l'État central reste avec le minimum pour son fonctionnement. Qui va rester avec le minimum? C'est comme ça des problématiques aujourd'hui. Qui va rester avec le minimum? D'accord. Vous allez empêcher à M. Kava d'acheter 80 milliards. De 80 milliards. Vous allez empêcher à Nia d'acheter son véhicule qu'il désire acheter. C'est pas une affaire de quartier. Je vous dis que ce régime-ci là, c'est un groupe de prévaricateurs. Ils sont là pour, n'est-ce pas, vivre et jouir. C'est pour ça qu'il faut parler. Les actes forts, monsieur Émile Messi, qu'on attend du président de la République, s'il veut réduire effectivement le train. C'est de réduire, mais d'abord son réduire la taille du gouvernement. Ne plus permettre à ce que le monsieur le ministre et sa suite puissent avoir des véhicules de 120 millions, 90 millions, et ils en ont en plusieurs unités. Vous avez déjà vu quand le président de l'Assemblée nationale va à l'aéroport, quand il quitte le lycée Leclerc là, pour aller à l'aéroport, c'est moins 12 véhicules. Ça se passe devant moi tous les jours. 12 véhicules. Pas n'importe quel véhicule. Vous avez bien vu, je ne sais pas si vous pouvez étaler tout ça ici. On a compris qu'on a vous faites combien 65 ministres? Qu'est-ce qu'on fait? Le Cameroun n'a pas besoin de 65 ministres. On n'en a pas besoin. On a des généraux qui ne sont pas M. Messi disait tout à l'heure par rapport à l'augmentation des prix du carburant. Il adosse ça au FMI. C'est faux. Le Cameroun, la dette extérieure du Cameroun, c'est 8 000 milliards en devises. Sans compter la dette intérieure. Et toutes les administrations camerounaises sont hyper endettées. L'Assemblée nationale, c'est 22 milliards de dettes. Les chiffres sont là. Et je vous envoie à la SNI. Vous allez consulter ces chiffres-là. Alors avec ça, le pays, le Cameroun ne pouvait plus continuer à subventionner le carburant. Mais je vous rappelle qu'il y aura encore une autre augmentation. Retenez ce que je vous dis ce soir. Il y aura encore une autre augmentation de cette histoire-là. Et la dette qui détient la dette du Cameroun, la France, la Chine, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, le FMI, la Banque islamique, c'est ça. Non, monsieur Messi, nos arrière petits-fils vont payer cette dette. On va récupérer cet argent, quand nous sommes en train de parler de cette histoire de réduction du train de l'État, les gens pensent que c'est de la blague. Non, c'est pas de la blague, c'est un phénomène très sérieux et qu'il faille vraiment des problématiques et des paradigmes pour essayer de réduire ça. Parce que c'est le pauvre contribuable camerounais qui en pâtit, qui souffre. Le panier de la ménagère est menacé. Alors, pendant ce temps, il y a une caste privilégiée des Camerounais qui vivent de manière ostentatoire. Et ça n'émeut personne. Et ça crée des D'accord. Maintenant, donc, ça crée des frustrations. Oui, j'ai ceci de particulier. Moi, je parlais des faits. Je ne fais pas de spéculation. Tout ce que je vous dirais là, la réduction du train de vie de l'État est une préoccupation permanente dans ce pays. Non. Elle est réelle sur des faits que je viens de vous poser là tout à l'heure. Bon, peut-être lorsque nous avons un regard peut-être extérieur par rapport à ce qui est fait, on peut parler comme William Mungue, on peut parler comme le militant de FDR. Mais au fond, il y a des choses qui sont faites que M. Awana devrait maîtriser ici par rapport à la qualité de la dépense. Parce que je mets un accent là-dessus. D'accord. Mais en même temps, l'État, reste aussi de l'État. C'est-à-dire l'État a un minimum de confort
C'est comme si tout. Mais s'il vous plaît, monsieur Messi, qui est du LGPC, vous voulez savoir que ici sur ce plateau, comment sont gérées les recettes du pétrole? Vous pouvez nous dire ça? Les recettes du pétrole? Oui. Ça va dans quelle ligne budgétaire? Les recettes du pétrole. Non, il ne peut pas vous dire. Non, non, ça il est coincé. Ce sont des comptes secrets de la présidente de la ce sont des comptes secrets. Nous savons s'il parlait de ça, 15% du budget de l'État est issu des recettes du pétrole. Non, c'est pas monsieur Messi. C'est dans quel chapitre? C'est dans quel chapitre? Moi j'ai la loi des finances de 2000. C'est dans quel chapitre? Oui, ça va dans quel chapitre? Le chapitre c'est pour la dépense. Oui, bien sûr. Quand on vend le pétrole, c'est pour dépenser. Non, c'est pour dépenser l'argent. Les budgets, ce sont des prévisions. C'est des prévisions. C'est pas de l'argent liquide. Mais quand vous avez vendu le pétrole, vous avez encaissé de l'argent. Comment est-ce que vous gérez cet argent? J'ai dit que le budget, ce sont des prévisions. Vous vendez le pétrole. Vous recevez de l'argent. Comment vous gérez ce pétrole-là? L'argent reçu. Les Camerounais doivent savoir. Le pétrole, c'est pas le pétrole. C'est tout simplement. Merci. Ce qui est sûr, c'est qu'on parlera encore de ce pétrole longtemps dans ce pays. On a besoin de comprendre beaucoup de choses. Rosalie, il faut parler du véhicule PRC de l'État continent dans un système ostentatoire de boulimie cupidique, égoïsme, affairisme, carriérisme, où la gouvernance du pouvoir devrait primer sur le social, réduction dans des mots tels illusion, démagogie et effet d'annonce. Entraîner des autres dans les mots en termes de besoins primaires. Que font les séniles et futés pour contrôler cette action cancérigène managériale? Masok Thomas. Comment peut-on réduire la morphologie d'un ventrologue, ventripote, la bouche pleine à satiété? Voulez-vous les voir mourir? Avez-vous vu un poisson acheter la maison qui va le prendre dans un enfer aquatique? Jamais. C'est Masok Thomas qui nous écrit. Bonsoir la présentatrice, si on vous explique ce pays et que vous avez compris, je vous assure, c'est que vous n'avez pas absolument rien compris. Allons seulement, c'est Sophonie depuis Bertois. Le président de transition du Gabon a payé la dette de son pays en 3 mois. Pourquoi pas le Cameroun? Bonsoir le panel et à toi la Rose nationale. J'ai un souci. Le chef de l'État a dit le 11 février que nous ne devons plus aller au Canada. Voilà une formation professionnelle à FOB que nous avons commencé depuis l'an passé et qui s'arrête brusquement après un stage de 35 jours. Tonton parfait, c'est depuis le 20 décembre. Vous avez apprêté un message et après vous me l'envoyez. Je m'arrête. Bonsoir le panel. Monsieur Messi est très bien dans sa posture de défendre l'indéfendable, justifier l'injustifiable, voire expliquer l'inexplicable. Et voilà les vrais ennemis de la République. Victor depuis Yaoundé. Allez, on va passer au dernier sujet, sinon on risque de pas le traiter. Bonsoir la Rosalie nationale, toujours très jolie, très belle émission. Soyons résilients et croisons les bras. Ouais, mon continent, c'est juste que l'être humain n'est pas au centre de la politique du grand R. C'est le coach Ngwas Freddy. Oui, coach, il faut te préparer. Demain, là, on va parler des problèmes de sport de ce pays, les trucages et les malversations sportives. Donc, tu vas venir nous dire ta part ici. Moi, je parle des faits. Bonsoir, madame. C'est monsieur Fokuso Shannon de Nkol Bisson. Moi, je trouve que le gouvernement camerounais est une bande de personnes qui n'en font qu'en leur tête. Une bande de vieilles personnes qui dirigent mal et remplissent leurs poches pleines d'argent déjà. Sans compter que des millions de jeunes Camerounais sont sans emploi et ils multiplient le prix des taxes et j'en passe. Où va le Cameroun? C'est notre question aujourd'hui. Allez, nous, on va parler de très haute instruction à présent, si vous le voulez bien. Je commence de l'autre côté. Comme j'ai commencé là-bas, les deux premiers sujets, je commence par ici. Déjà, j'ai besoin de comprendre d'abord les très hautes instructions, parce qu'avant qu'on ne se verse dessus, et vous savez la règle du jeu, quand on arrive ici, c'est 3 minutes. Hein. Faites un effort de pas déborder, ça va nous permettre peut-être d'avoir une relance. Monsieur Messi, cette phrase, on la maîtrise tout ça, sur très haute instruction du chef de l'État, le secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Gongo, envoie des notes, donne des ordres à des ministres, prend des décisions au Cameroun. Les appels au téléphone. Bon,
Je suis encore en train d'introduire. S'il appelle au téléphone, vous allez nous le dire. Je ne sais pas s'il appelle au téléphone. Mais ce que je sais, à la lecture des différents documents qui parviennent jusqu'à nous, c'est que beaucoup de décisions sont prises aujourd'hui au Cameroun au nom de très hautes instructions du chef de l'État. Et avec la dernière sortie du député Nietzsche, qui remet en question cette façon de fonctionner et dit qu'on est dans l'inégalité désormais dans ce fonctionnement au Cameroun, nous, du coup, on a envie de fouiner un peu et de comprendre. C'est normal que désormais, il n'y ait plus rien qui vienne facilement du président de la République et que tout ne soit que sur très haute instruction du chef de l'État. Sur très haute instruction du chef de l'État, on a même bougé la date du début du Ramadan. On fait beaucoup de choses sur très haute instruction du chef de l'État dans ce pays. C'est incroyable quand même. On est gouverné par les hautes instructions. Ça commence à inquiéter là. Vous savez... Est-ce que Nietzsche a raison? Vous savez, lorsqu'on parle de ce personnage, Nietzsche, qui effectivement, d'après vos sources, a porté une requête au fond d'interdiction à M. Ferdinand Ngongo, secrétaire général de la présidence de la République, pour au Cameroun de confirmer des très hautes instructions. Oui, de confirmer, d'usurper les fonctions du président de la République. Pour Nietzsche, en effet, le secrétaire général serait déjà le président de la République. Vous voyez, et s'appuyant sur ce genre de choses, je crois que ce n'est pas très sérieux. Le secrétaire général a sa fonction. Quand vous lisez le décret qui organise le secrétaire général de la présidence de la République, vous verrez que jusque-là, il ne s'est pas écarté de ses missions, de ses fonctions reconnues par la loi. Quand il le répercute, est-ce que ça veut dire que c'est lui qui décide? Est-ce que dans le fonctionnement de la présidence, le secrétaire général joue maintenant l'interface entre la présidence de la République, qui est l'exécutif incarné par le chef de l'État lui-même, et le gouvernement? Vous verrez qu'il s'adresse au secrétaire général des services du Premier ministre. Et en quoi cela deviendrait qu'on soupçonne que c'est lui maintenant qui... Est-ce qu'il y a eu une correspondance ou de lui-même, comme secrétaire général, il a décidé? Il dit sur très haute instruction, la formule est bien, les hautes instructions du chef de l'État qui le répercute. Bon, maintenant la question qui laisse présager, c'est est-ce que ces instructions viennent du chef de l'État lui-même? Peut-être que là, c'est là votre souci aussi. Mais j'ai dit, le pouvoir ne se partage pas. Je ne vais même pas trop m'étendre là-dessus. Ceux qui connaissent le chef de l'État camerounais, ce pouvoir, l'apôtre l'a dit tout à l'heure, le pouvoir ne se partage pas. Ou vous avez le pouvoir, ou vous ne l'avez plus. Donc, pour le moment, nous disons que le chef de l'État est bien au contrôle. Il donne des instructions à son secrétaire général qui les répercute. Et moi, je ne verrai même pas Monsieur le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, en train de prendre des initiatives qui ne viendraient pas du président de la République lui-même. Ce serait trop posé. Donc, pour dire que monsieur Nietzsche, en posant cet acte, je crois qu'il a été son objectif. C'était pour que les médias en parlent. La preuve, c'est qu'aujourd'hui même, nous en faisons tout un débat sur ça. Or, qu'est-ce que monsieur Nietzsche ne nous a pas habitués? On l'a encore vu à la prison centrale de Condagné l'autre jour, en train d'aller rendre visite aux séparatistes. Donc, il va donc multiplier des choses comme ça pour qu'on entende, pour qu'on en parle de lui. Et peut-être que les jours qui viennent, nous en parlerons encore davantage. Donc, pour dire qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Les très hautes instructions viennent de la source requise. Donc, le pouvoir ne se partage pas. Monsieur le Président reste en place. Le secrétaire général n'est pas président de la République. La preuve, c'est qu'il a également porté une autre plainte pour le président de la République, même pour cumul de fonctions. C'est-à-dire qu'il reconnaît encore d'être président, mais il reconnaît au vrai président de cumuler encore d'autres fonctions. Vous voyez, c'est à la fois stupide pour ce monsieur Nietzsche-là. Donc, je crois, bon, il a réussi son objectif. Il n'est pas donc cumulable. On en parle et ça a donné cet effet-là. Mais au fond, l'institution présidence de la République fonctionne sereinement et dirigée par la personne à qui le peuple a confié la souveraineté. Et Ngongo n'est là que par un décret. D'accord. Je vais vers Willy Mungue, même si j'ai quand même envie, puisque vous avez fait allusion au président, on sait quand même que c'est lui le ministre de la Défense au Cameroun.
puisque l'autre n'est que délégué. Tout à fait. Donc ça fait déjà 2 postes. Non, il a Non, je trois le ministres disais de juste. souveraineté. Non, vous n'avez pas compris. c'est Ça le peut chef dire que moi d'État. je ne me suis pas attardé dessus parce que c'est déjà cumulé vrai. Non, c'est déjà Donc, le chef d'État. à partir de là, cumulable, pas cumulable. C'est lui le ministre des Affaires étrangères. Mais maintenant, moi je me suis encore arrêté pour l'instant au chef de LGPR. l'État. Et c'est ce que j'ai dit. C'est le Donc, ça veut dire la Constitution, monsieur Messi. Oui. Ah ouais. Quand on est déjà président de la République, on a droit à un autre poste électif. Lequel, par exemple? Président du RDPC, par exemple. C'est un poste électif de quoi? Bien sûr. Il a été élu ou pas? Non. Il n'a jamais été élu. Votre président n'a jamais été élu. Lui-même. Non, écoutez, monsieur Messi, on ne va pas se privé. Vous n'allez pas demander au chef d'État de ne pas être chef de famille chez lui. Non, laissez ça. Arrêtez ça. Lui-même dans la parole. On ne peut pas même pas être Vous ne savez pas vous reciter. Respirer. Je voulais dire qu'on a été tiré vers la fin de l'émission, qu'on puisse se dire quand même quelque chose sur les très hautes instructions, parce que beaucoup de Camerounais se posent quand même les questions dessus. Finalement, tout est signé. C'est ça qui fait peut-être couler beaucoup d'encre et de salive. Le tout n'est pas que le secrétaire général dise que sur haute instruction du président de la République, je viens vérifier que tu es en train de faire le travail qu'on t'a demandé de faire. C'est que tout est signé désormais du secrétaire général à la présidence de la République. Et c'est ce qui pousse les uns et les autres à commencer à se poser des questions. Même les nominations, même maintenant. Mais sauf que sur haute instruction, on nomme même les gens. le secrétaire général n'a jamais signé une nomination où ce doit être la signature du président lui-même. Donc les nominations, le président ne doit pas signer. Je voudrais... Vous avez vu une signature par intérim? Ah, Par exemple. donc c'est par intérim. Alors que Le travail du président. Donc le président est là. Il a besoin que le secrétaire général a fait en lieu de place du président. Il a déjà fait Je des crois que nominations de signature. si vous permettez, ce qui se passe depuis février 2019, puis c'est en février Donc toi, tu as 2019, contrôlé même les dates, tout ça. oui, qu'il y a eu délégation de signature. La délégation de signature. Cette délégation a toujours eu lieu avec tous les secrétaires généraux de la présidence. Monsieur, on peut parler aussi. J'ai dit qu'on se prenait 3 minutes. Permettez aux autres de jouir de leurs 3 minutes. Et puis, Tous les secrétaires C'est son nom de généraux gloire. ont reçu ce décret. oui, Ce qui se vous, Délégation vous permanente. avez joui de vos 3 minutes. Ce qui se passe depuis février 2019, c'est-à-dire 3 mois après que le président ait prêté serment, entre le SGPR et le président, c'est ce que je vais d'abord au village, avant d'aller à l'université de Yaoundé à Soa, traiter le droit constitutionnel, vous comprenez? Au village, il faut comprendre ça en connotation. Il y a une allégorie qui nous renseigne la cohabitation entre l'écureuil et le chat-tigre. Vous comprenez? L'écureuil et le chat-tigre cohabitent dans un nid. Et le nid est perché à la cime du parasolier. Vous savez que le chat-tigre aime manger les fruits du parasolier. Alors, chaque soir, c'est l'écureuil qui descend. C'est le chat-tigre qui descend. Il vous annonce que l'écureuil va bien. Ne doutez pas, parce qu'il n'y a que le chat-tigre qui va dans le nid où loge l'écureuil. Si le chat-tigre vient de me vous dire, l'écureuil est mal en point. Attention, ne doutez pas, parce qu'il n'y a que le chat-tigre qui s'y rend, qui cohabite avec l'écureuil à la cime du parasolier dans un nid. C'est ce jeu qui se passe entre le président de la République et le ministre d'État, le SGPR, depuis février 2019. Personne n'a accès dans les confidences entre les deux personnalités. Le grand public apprend que le SGPR a une délégation de signature. Oui, il y a une note. Quelle est la marge de manœuvre? Quels sont les points de quelle est la compétence, la limite de la compétence? Quels sont les domaines? Personne n'en sait rien. Ça fait donc que lorsque les hautes institutions sont répertoriées par le SGPR, le peuple ne peut que constater le SGPR, ne peut que se suffire de ces hautes institutions sans pouvoir vérifier dans la confidence. Parce que la confidence se passe dans le nid entre l'écureuil et le chat-tigre. Or, il y a un problème. Le problème, c'est que c'est le président de la République qui a été élu au suffrage universel direct. C'est le président de la République qui doit assumer la fonction présidentielle. Et cette fonction repose au moins sur 3 piliers. La fonction de gouvernement. Le président doit gouverner. Un président gouverne.
On gouverne, c'est la fonction de gouvernement. C'est une fonction importante, la plus importante, gouverner. Il y a la fonction de représentation, oui, à l'extérieur ou bien à l'intérieur. Il y a la fonction d'arbitraire. Voilà les trois grandes fonctions. Alors lorsque le président de la République se cantonne à travers les hautes institutions, où il est visible que par les hautes institutions, en abandonnant les autres fonctions, qui sont les fonctions de gouvernement, les fonctions de représentation et les fonctions d'arbitrage, il y a un problème. Ça sème le doute. Et que sa visibilité, comme je vous l'ai dit, et son opérationnalité ne soit faite que par les hautes institutions, au crépuscule d'un pouvoir douteux. Je vous l'ai dit que sur béquille, ça fait un problème. Ça alimente le doute. Ça alimente le doute en regardant tout ce qui se passe, les positionnements des uns et des autres. Cela provoque la réaction automatique d'un élu, d'un député de la nation, honorable Nietzsche par exemple, à pouvoir se poser la question, parce que dans la psychologie de sa plainte, il n'est pas question seulement d'aller dans la plainte. Il faut voir quelles sont les motivations d'une telle plainte, parce qu'il vient poser un problème sur l'écran géant de l'actualité camerounaise. Qu'en est-il exactement dans ce nid? Qu'est-ce que le chat tigre vient nous dire? Est-ce que les curés vivent vraiment encore? C'est ça le problème. Parce qu'on veut voir le président gouverner, on veut le voir représenter l'État sur les actes à l'intérieur de l'État comme à l'extérieur. On veut le voir assumer sa fonction d'arbitraire sans passer par les hautes institutions. On veut rassurer que la fonction présidentielle ne brille pas une certaine vacance. Ça veut dire que l'honorable Nietzsche jette les cailloux dans le nid. Il jette les cailloux dans le nid. Il faut moins que la curé vienne guetter. Pour dire que je suis là. Le curé a une queue grisâtre à distance. Donc même si le curé fait comme ça, que je suis là. Bon, le curé peut chez lui la queue fait comme ça. C'est ça le problème. Donc nous parlons là, comme nous blaguons, mais il y a un véritable problème. C'est pour cela que, monsieur Awana, peut-être je devais apporter cette réserve sur vos propos antérieurs en disant qu'on ne peut pas gérer l'État comme on gère une entreprise. Et l'entreprise, l'État est absent. L'entreprise, on peut gérer l'entreprise à distance. Il y a des logiciels de gestion de l'entreprise à distance. La télégouvernance d'un État n'est pas acceptable. On ne peut pas télégouverner, on ne peut pas télégérer un État tenu à distance parce que les hautes institutions, c'est toute cette manœuvre-là. Et ça nous pose un problème. D'accord. On va donc justement se retourner vers monsieur Awana pour qui juste ces 3 minutes. Ce téléspectateur qui dit en admettant que les très hautes instructions viennent effectivement du chef de l'État, qu'est-ce qui empêche que le président lui-même s'adresse directement au Premier ministre ou aux membres du gouvernement puisque eux-mêmes se plaignent? Jean, depuis Douala, qui nous le dit, et c'est vrai que j'ai eu le bonheur justement d'entendre certains justement faire allusion. On ne va pas étaler tout le monde sur ces antennes, mais il y en a justement qui disent n'avoir pas vu depuis et ne recevoir que les hautes instructions. C'est peut-être ce qui justifie aujourd'hui qu'on se pose des questions avec ces très hautes instructions. Est-ce que finalement, il les reçoit à tous les coups? On ne va pas nier qu'il les reçoive quand même. Mais maintenant, est-ce qu'il les reçoit à tous les coups ou il en profite aussi un tout petit peu, le SGPR? Ben, moi, je me pose 2 douloureuses questions sociologiques. Ouais. Le président est où? Nous tous on le cherche dans aussi. Un hôpital l'hôpital s'appelle pour que le SGPR gouverne ou intervienne sur haute instruction. Il est où le président? Il est là. Il est où? On l'a vu. Mais s'il est là, qu'est-ce qui empêche le président de prendre un décret, de prendre un arrêté, de prendre une décision, alors qu'il est là présentement? Ça, c'est la première question. La deuxième question sociologique, quel est le pourquoi, je ne dis pas le comment, le pourquoi de ces hautes instructions? C'est pourquoi? Ça vise quel objectif? Ah oui, mais on a vu ces hautes instructions rencontrer ce qu'on appelle en sciences administratives la dysfonction induite, c'est-à-dire l'application. Les gens refusent, ils refusent même d'appliquer. Je ne voudrais pas aller dans les détails. Il y a eu des batailles où certains ministres refusent de les appliquer. Alors, pourquoi tout ce brouhaha au niveau des hautes instructions? Qui alimente ces hautes instructions? Est-ce que c'est voulu par le président de la République lui-même,
parce qu'il vise un objectif? Est-ce que c'est l'initiative personnelle du SGPR? Parce que, à partir du décret de 2019, il a une délégation permanente de signatures. Tous les SG ont eu cette délégation. Je vous le conseille. C'est une vérité objective. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? On n'en abuse pas par hasard? On a vu. Parce que le secrétaire général de la présidence de la République, c'est le poumon administratif et c'est le patron de tous les services d'intelligence. Et il ne fait que son travail, curieusement. Attention et attention. Monsieur Atemengue, si nous allons dans les faits. Monsieur Messi. Monsieur Messi. Ce n'est pas mon ami Atemengue. Si nous allons dans les faits. À qui on dit bonsoir. Si nous allons dans les faits réels. Si nous allons dans les faits réels. Nous avons suivi une terrible affaire qui alimente l'actualité. Il reste une minute. Voilà. Qui alimente l'actualité. Où on a vu, sur haute instruction, on a demandé de reprendre une enquête et le SGPR était lui-même au tribunal jusqu'à peut-être 2 heures du matin. Lorsque vous avez déjà eu les hautes instructions du chef de l'État, qu'est-ce que vous avez fait sur le terrain? Conclusion. Conclusion, ces hautes instructions visent, il y a ce qu'on appelle un agenda secret. D'accord. De hautes instructions. La haute instruction dangereuse. Il y a un agenda secret. On a les vraies et la fausse haute instruction. Pour certains, c'est que je continue. Déjà le président lui-même, le secrétaire général. Allez-y, vous avez la parole. Je peux continuer, monsieur Messi. Alors, ça c'est le deuxième point. Le troisième point, je n'aime pas chuter parce que je risque de me briser. Je vais arrêter un peu. Voilà. Ismaël va vous rattraper au vote. D'accord. Donc, l'autre haute instruction vient aussi des nominations. Des nominations. Oui. Des nominations. Monsieur Messi, je crois que je suivais mon regard. Allez jusqu'au bout. Je suivais mon regard par rapport aux nominations. Ces nominations-là visent qui? Et c'est pourquoi? Il y a une toile de et c'est par rapport à quoi? Il y a une toile de fond. Ces nominations-là sur haute instruction du président. Sur le plan logique. Voilà. Il y a eu des nominations sur haute instruction. Oh là là. Je vous cite une kyrielle. Est-ce que monsieur le secrétaire général a signé une nomination sur l'instruction? Je vous rappelle d'abord qu'il a le droit. Est-ce que le SGP n'a pas le droit de nommer? Est-ce qu'il n'a pas, parce qu'il a cette délégation de... Est-ce qu'il n'a pas le droit de nommer? C'est-à-dire que c'est prérogative. Je vais terminer. Je vais terminer. Il ne peut pas signer en place du président. Mais les instructions, c'est quoi? Les instructions, c'est quoi? Signer en place du président. Ça veut dire qu'il a la délégation permanente de signature. La délégation permanente de signature ne veut pas dire délégation de pouvoir. Je regrette. Je vais commencer par la délégation du pouvoir. C'est justement là la maison. Vous avez la parole. Vous avez la parole. Moi, je commence par la délégation du pouvoir. Ça existe où? Donc, Monsieur Ngongo, en réalité, c'est le président de la République du Cameroun. C'est le vrai. Vous savez, chez ma grand-mère dans le Nord-Ouest. Vous ne pouvez pas affirmer cela de façon péremptoire. Chez ma grand-mère dans le Nord-Ouest. Que vous avez d'une telle ascension. Chez ma grand-mère, quand les autres parlaient, j'ai quand même un peu. Non, vous avez dérapé très mal en disant que le secrétaire général se le voit. Est-ce qu'il peut jouer de ces 3 minutes? Je peux jouer de mes 3 minutes. Finalement là. Les autres qui c'est le vrai président. C'est le vrai président. Quelle base? Il a d'abord délégation permanente de signature. Et puis quoi? C'est nouveau. Vous savez, il faut même décider demain matin. C'est comme si Emile Messi demain matin que vous n'êtes plus militant. J'ai dit que vous n'êtes plus militant de RDPC. Donc c'est ce qu'il faut d'abord retenir. Chez ma grand-mère au nord-ouest, il y a ce qu'on appelle là-bas le Njunju. Et le Njunju, lui là, c'est là quelque chose de spécial, c'est que justement on le brandit comme ça pour effrayer les enfants. C'est coco. On utilise. Donc aujourd'hui là, le président est un peu comme ça, on met le coco. Le président a dit que pour effrayer les enfants. Voilà pourquoi certaines personnes disent, quand Ngongo dit sur ordre d'instruction, les autres disent qu'il va là-bas. Parce qu'en réalité, ils savent que ces instructions-là ne viennent pas toutes du président de la République. Donc, il peut inventer certaines avec ses amis
parce qu'il a aussi son couloir. Il y a madame qui est aussi là, qui de temps en temps dit que mon mari m'a dit que... Donc c'est un peu ça. Vous confondez l'exercice de non, écoutez, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Quand madame sort le matin, madame qui a dormi toujours, quand madame sort le matin, elle dit que le père m'a dit dans la nuit que... Elle dit le père dit, bon, par rapport à tel chose. Oh, madame a son levier, madame a son couloir, madame a ses gens. Monsieur Ngongo a ses gens. Donc, vous voyez un peu. Ce qui fait que, aujourd'hui, la présidente de la République est devenue un peu comme un foutoir. Voilà pourquoi, vous savez, il y a le désordre que nous voyons dans ce pays commence là-bas, la case que vous voyez là. Voilà pourquoi, à un moment donné, j'ai proposé que c'est mieux même qu'on ferme ce palais-là, on dépose les clés quelque part, et puis que chacun rentre d'abord dans son village. Et puis, à un moment donné, on verra bien, oui, bien sûr, que chacun rentre d'abord dans son village, et puis après, on verra si on peut trouver un bon locataire qui parlait vivre là-bas. Parce que, vraiment, le désordre que vous voyez dans ce pays-ci commence là-bas. On m'a dit que, un matin, il viendra nous dire que, sous haute instruction, le président a dit que, bon, désormais, qu'il gère le pays pour 10 ans. Et puis, on rien faire. Oui, pour 10 ans, voilà. Donc, c'est un peu comme ça. Sous haute instruction. Oui, il a été EGPR aussi. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. Et aujourd'hui, nous, ça nous dérange. Ça nous dérange parce qu'on nous a dit que M. Biya a été élu en 2018. Une élection que nous contestons depuis. Parce qu'on a dit que, sauf par miracle, parce qu'on ne veut pas un Camerounais normal, parce que c'est depuis 2011 que M. Biya devait libérer le plancher. Depuis 2011. Il ne l'a pas fait, il est resté là. Et vous savez, quand on parle de pédagogie, prenons l'exemple sur Amadou Ahidjo à son âme. Quand il a vu qu'il ne pouvait plus gouverner, comme disait mon copanéliste, il ne pouvait plus gouverner, qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé la main. Il a passé la main. Bon, maintenant, quand vous utilisez dans le tour de passe-passe pour abandonner mettre l'avion sur pilotage automatique et puis envoyer votre le chat tigre. Voilà. Pour aller de temps en temps désactiver le pilotage automatique, diriger l'avion comme il veut. C'est ce qui se passe là. Dans ce récit. C'est-à-dire que le président est quelque part dans un truc là-bas, dans un confort, mais son monde prend les manettes, il pilote, quand il est fatigué, il veut dire au président que tout va bien. Il pilote, il veut dire au président que tout va bien. Et puis il vient nous dire que le président a dit que, et même quand on traverse les trucs de l'honorable Nietzsche a parfaitement raison de porter plainte contre M. Ngongo et contre M. Biya. Et ils doivent répondre. S'ils disent que le Cameroun est un pays de droit, on doit aller voir au tribunal, expliquer pourquoi est-ce qu'ils font ça au Camerounais. D'accord, on va s'arrêter là pour ce soir. Merci à vous quatre. J'ai pris beaucoup de bonheur à discuter avec vous de ces sujets épineux. Vous avez eu la délicatesse de manipuler les mots et ça m'a plu. Merci Émile, merci Messi, merci Antoine Awana, merci à l'apôtre Charlemagne Adam et bien sûr merci à Willy Mengue. On se retrouve demain pour la troisième sortie mais la deuxième livraison de la semaine. Et bien entendu, Ismaël était derrière les caméras. Janvier Kenge, le Décamix Maison, a donc mixé cette émission. Ben Valls l'a réalisé. Je vous souhaite de passer de très bons moments en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Le journal en anglais, c'est tout de suite une présentation d'Herminie Louga. Nous sommes mardi et vous reviendrez à 21h pour le débat en langue de Shakespeare sur Info Télévision. Et bien sûr, à 20h, c'est Claudia Ntia qui aura la responsabilité de vous livrer le journal en langue française. Allez, respect, M. Donivin. À demain, 17h.